Bonjour à tous et bienvenue à AGO, le podcast composé de l'artiste Alex Bono, le geek Danny Lefebvre et l'otaku Émilie Garand. Bonne écoute! Salut tout le monde, bienvenue à AGO. Cette semaine, on reçoit Simon Dubois avec nous pour notre enregistrement. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Bonjour à tous. Simon fait un autre podcast, il participe à 7 musiques. Oui, en compagnie de mon sympathique co-animateur Cédric Perron. Comme le titre le dit, je pense que principalement vous parlez de musique, mais t'as aussi d'autres intérêts que là tu vas venir nous parler un peu avec nous autres. Oui, je vais parler de comic book. Mais c'est totalement différent de musique. Pourquoi t'as pas commencé à faire un podcast de comics au lieu de faire un podcast de musique? C'est un peu compliqué, il faudrait que je vous raconte un peu mon backstory de podcast. Moi, j'ai commencé, au départ, j'ai commencé à écouter des podcasts peut-être en secondaire 3, secondaire 4, gros fan de Radio Talbot. Puis tranquillement, c'est un peu dans ces années-là, il y a eu comme un gros boom. Il y a eu plein de nouveaux podcasts qui sont faits. Tu sais, Trois Bières, Rétro Nouveau, Fun Joueur, dans plein de podcasts. Fun Joueur aussi, j'écoutais Rétro Nouveau, Trois Bières. C'est les 3 premiers que j'écoutais pas mal avec Radio Talbot aussi. Il y a eu plein de podcasts qui sont arrivés en même temps. Puis au même moment où moi je commençais à écouter, puis ça m'a vraiment donné le goût genre de faire mon podcast parce que moi au secondaire j'étais dans un programme qui s'appelle le PEI, puis on avait un cours, il fallait faire un projet personnel. Je me suis dit tant qu'à ça je pourrais faire un podcast. Okay. Puis au final, genre la communauté, j'ai vraiment ce que j'ai plus aimé c'est que la communauté des podcasts est super sympathique. T'as vraiment l'impression que tu sais, t'as un gros groupe, mais c'est du monde qui sont tous des passionnés. Ouais, puis tout le monde se tient un peu, parce que comme nous autres, ça fait pas très longtemps qu'on commence, puis c'est déjà, tu sais, on voit que tout le monde veut s'entraider un peu, dans le fond. Là. C'est comme une grande famille. Fait que, avant de commencer, avant de faire mon podcast, j'ai été pendant 2 ans de temps chroniqueur sur un podcast qui s'appelle Alpha 42, anciennement le podcast sans nom. Je faisais des critiques de comic book, un peu de jeux vidéo. Puis depuis quand après ça j'ai fait mon podcast qui s'appelle Néo Rétro, j'ai fait ça pendant à peu près 1 an et demi de temps. J'ai arrêté quand je suis rentré au cégep parce que c'était bien de la job. Mais quand j'étais dans mon podcast, c'était vraiment juste des jeux vidéo. J'ai pas parlé de comic book. Puis c'est quelque chose qui me manquait un peu, fait que je me suis dit je pourrais en parler un peu avec vous autres. J'ai toujours aimé les comic books. C'est encore disponible ça, ton podcast quelque part? Oui, il est disponible, il est sur iTunes, il est aussi sur le site d'Alpha 42. Par contre, je ne planifie pas de refaire d'autres épisodes ou de revenir. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait. J'ai à peu près 25-26 épisodes. Au début, je pensais vraiment comme... Quand j'ai parti, je me suis dit, tu sais, s'il y a 5 personnes, incluant mes parents qui m'écoutent, je vais être bien content. J'ai eu beaucoup plus de monde que je pensais qui m'ont écouté. Mais je pense que c'est surtout que là, avec les jeux, je suis vraiment un peu trop à fond des RPG. J'en parle un peu avec Danny, là. Je suis dans Final Fantasy 12. Je pense qu'en 4 jours, j'ai fait un 30 heures. Puis j'ai comme plein d'autres affaires. Fait que, avec le cégep aussi, fait que j'ai un peu moins de temps, là, pour faire des podcasts, même si, c'est ça, je suis chroniqueur sur le show de mon ami, parce que je suis juste chroniqueur. Ouais, fait que ça prend moins de temps un peu, là, de préparation. De fond, tu collabores. Ouais, c'est ça, je fais juste collaborer. C'est vraiment lui qui s'occupe de toute la partie montage, qui est vraiment les gens le réalisent peut-être pas, mais il y a une grosse partie de montage en arrière des podcasts pour faire en sorte que ce soit vraiment bien écoutable. Même si moi, mon son était jamais vraiment très bon. Non, je sais, parce que déjà, tu sais, souvent, de ce temps-ci, c'est plus moi un peu que le fait, pis c'est un bon 4-5 heures quasiment peut-être un petit peu plus des fois, tout dépendant de l'enregistrement, mais ouais, c'est bien de la job un peu pareil. Là. Faire le montage, là, puis quand t'as déjà une job puis d'autres affaires en plus autour de ça, là, c'est bien du temps à mettre. En plus, moi, quand je commençais, j'étais vraiment trop freak du montage, fait qu'il y avait un petit bruit, j'étais comme, faut que je coupe ça. Fait que là, mon nez, tu passes 1 heure pis t'as comme un 15 minutes de ton podcast. C'est ça, d'éditer pis Mais tu te rends compte, tu sais, qu'en écoutant d'autres podcasts, que des bruits ambiants, il y en a plein, là, pis il faut que tu t'en fasses avec ça. Ouais, c'est ça, à un certain point, il faut pas que tu t'en fasses trop. Tu sais, je peux prendre, par exemple, j'aime bien le podcast Spoiler Alert, QC. D'ailleurs, ils ont fait un épisode où ils batchaient sur le dernier album de Simple Plan. C'est un bijou. Mais là-dedans, il y en a un des gars, Stéphane Deguire. Son son est vraiment dégueulasse, mais ça reste pas le fun à écouter comme podcast. Fait que je pense qu'il faut quand même que ça soit agréable, mais faut pas que tu prennes trop la tête à m'emmener, parce que m'emmener, tu fais juste penser à ça, puis ça te gosse un peu. Là. Ouais, parce que justement, Stéphane Deguire, j'entendais souvent son nom à Trois Bières parce qu'il envoyait souvent des sujets. Là. Ah, je pense que Trois Bières n'existerait pas encore aujourd'hui. Ouais. S'il n'aurait pas envoyé de sujets, il y aurait assez de sujets pour faire comme 50 émissions juste de lui, là.
moi, je me Ben, souviens, j'en ai envoyé pas mal aussi. Ben là, c'est parce que j'étais un bout que je l'écoutais plus parce qu'avec ma job, je pouvais plus ou moins l'écouter, mais dès le début, j'ai souvent envoyé des sujets, là, je leur en ai renvoyé peut-être quasiment une 60aine, je pense. Puis c'est qui? C'est-tu Catherine Levac qui t'a Qui pas m'a nommé? même pas nommé. T'as pas nommé. C'est pas grave, je t'aime Mais pas. par contre, ton sujet, t'as aucune preuve que c'est le tien. Ouais. Fait que Catherine, faut que tu t'excuses à Alex. S'il te Tout de plaît. suite. Publiquement sur ma page. Mais On t'as-tu salue. déjà été invité à des podcasts autres que nous, dans le fond? Oui, j'ai déjà été à Réalité Augmentée, qui est un autre beau podcast. J'ai eu les gars qui sont là, c'est vraiment des gars sympathiques. Un peu à gauche, à droite, je suis plus un écouteur de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. J'ai pas, le fait que, je vais pas trop patcher sur FA42, mais c'est pas un podcast énormément populaire. J'en dirais pas. Nous autres, on est vraiment populaires, fait que... Vous êtes vraiment populaires, vous autres, mais Non. l'animateur principal, Patrick, il y a beaucoup il y a beaucoup de tension avec les autres podcasteurs. Je sais pas si je pense. Non, Moi, je vais c'est correct, m'attener à ça, s'arrêter là. là. Il y a beaucoup de tension, fait tu sais, le monde, même s'ils te connaissent pas, tu te dis, ouais, je podcast Alpha 42. Tu sais, ça part pas un peu, ça part pas bien, Ça part pas bien Ouais. l'émission. ça part pas bien la rencontre avec la personne. Mais là, le fait que j'ai fait des affaires un peu à côté, je pense que là, le monde, tu sais, le monde savent que je suis pas méchant, je mords pas, là. Fait qu'aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Je vais vous parler de Watchmen, qui est un des comic books que je pense que je lis au moins 3-4 fois par année. Je suis un peu freak avec ce comic-là. Il y a des gens qui disent que c'est genre le meilleur comic book de tous les temps, et je fais partie de ceux-là. T'as tous les comics pour dire ça. J'ai juste genre 19 ans, fait que je pense que j'aurais Non, comme non. C'est pas une assez farce. vécu assez longtemps pour tout lire. Mais d'ailleurs, je vois ça, tu t'attapes, sont comme toutes. Non, c'est pas le meilleur comic book. Non, mais c'est très Ah, bon. moi, je peux même pas juger, je connais aucunement. les Alex, il comic juge books, gratuitement. fait que- Il est comme... Moi, non. je fais juste juger. J'ai aucunement idée du sujet, je fais juste juger. Il est snob, il est critique. là. Qu'est-ce que- J'aime ça, juger. Mais Watchmen, c'est vraiment une belle œuvre. Je pense que c'est un des premiers comic books que je me suis acheté. Puis j'ai vraiment capoté. J'avais vu le film avant. Le film qui est fait par Zack Snyder, que le monde aime vraiment critiquer gratuitement. J'ai vu récemment Batman vs Superman. Puis c'est loin d'être aussi pire que ce que le monde dit, honnêtement. Mais le film là. est pas très bon. Il est correct. Il est Mais pas je te dirais que... excellent, mais c'est pas la grosse marde non, que c'est pas tout le le monde navet, dit, là. Mais je veux dire, la version longue du film est meilleure. Je trouve ça le fun aussi que ce soit un film qui est différent parce que autant j'aime les films de Marvel, moi Gardien de la Galaxie, c'est un des films que j'aime beaucoup. Ouais. Mais je trouve que il y a une formule d'un film de Marvel qui se répète un peu à chaque film qui fait que Ouais. à un moment donné, t'as l'impression que c'est toujours le même un peu schéma. Ouais, non, effectivement, ouais, ils font film. exprès parce que vu qu'ils pognent, ils refont dans le même moule, mais ça marche quand Tant même. que ça marche, ben, ils changeront pas une formule gagnante. tu sais. Qui est d'ailleurs une C'est des ça qui est raisons plate. de pourquoi moi j'aime beaucoup Gardien de la Galaxie, c'est parce que ça t'as vraiment l'impression que c'est vraiment sa propre affaire. Tu sais, il y a un ton un peu comme hommage aux années 80. Puis le fait que c'est comme pas sa terre, c'est dans l'espace. Fait que c'est comme pas, en tout cas, pas encore, mais il y a pas de lien avec les autres affaires de Marvel. Mais que, tu sais, que DC fasse leur propre affaire, ça, c'est juste bon pour nous autres, tu sais, le monde qui écoute les films. Effectivement. En plus de ça, le fait qu'ils vont faire des films, Marvel vont se forcer encore plus pour essayer de faire de quoi de meilleur. Fait que c'est nous autres qui en sortent gagnants. Mais Watchmen, ça, c'est-tu le gars qui a comme une cagoule pis qui a des affaires qui bougent en face? Rorschach, oui, qui est un de mes personnages préférés. En fait, Watchmen, un comic book qui est écrit par Alan Moore, qui est un dieu des comic books, une personne vraiment très importante, qui aujourd'hui a un peu une mauvaise réputation dans l'industrie, parce qu'il veut comme plus rien faire de mainstream, puis comme c'est son label indépendant, puis il est un peu... Le monde pense qu'il est un peu fou, tu sais, c'est un peu weird. Mais à l'époque des Watchmen, des années 80 et des 90, c'était vraiment un gros auteur. Il a aussi écrit Batman The Killing Joke, qui est une des plus grosses histoires de Batman. Il a travaillé sur Sandman, qui a rendu le personnage genre vraiment comme populaire. Même affaire avec Animal Man. Il a fait V pour Vendetta. Il y a beaucoup de ces comic books de ces années-là qui sont vraiment des gros livres. Une grosse influence aussi. Grosse influence aussi, puis qu'il y a eu malheureusement, il y a eu des films très moyens, là, V pour Vendetta, puis la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est d'ailleurs le dernier film que Sean Connery a fait. Quelle triste fin de carrière. Mais, en général, ces livres sont vraiment tous des classiques. Watchmen, ça a été écrit à peu près dans le milieu des années 80, je pense que c'est de 86 à 88. Et une époque vraiment importante c'est un des livres avec The Dark Knight Returns
qui a comme redéfini un peu les comic books. Parce qu'à l'époque, les comic books, c'était vraiment pour les enfants. Tu sais, c'était comme Batman se bat contre le pingouin sur un gâteau géant, là. Tu sais, il y avait... Ben, il y avait une raison pour ça, le comic book, je sais plus c'est quoi la clause, là, mais il y avait plus droit d'avoir des vraies armes. Il fallait que ce soit vraiment des armes qui n'ont pas rapport, puis qui avaient l'air des jouets, parce que ça rendait les enfants violents, supposément, donc. Ben, c'est ça, c'est que le public visé était vraiment les enfants pour les comic books à cette époque-là. Puis là, une œuvre comme Watchmen a été dire, c'est pas vrai qu'on peut juste faire des comic books pour les enfants, on peut faire quelque chose pour les adultes aussi, puis que ça soit vraiment prenant. Je recommande aussi d'ailleurs de lire The Dark Knight Returns. Ça l'a en partie influencé Batman versus Superman, mais c'est vraiment totalement différent, là. C'est vraiment sa propre affaire. Il y a eu un film d'animation. 2 films d'animation. Ben, en deux parties, là. Mais c'est... il y a Part 3, Dark Knight Part 3 qui est en comic en ce moment. Ouais, parce qu'il y a eu une suite à Dark Knight Returns, mais personnellement, je suis pas trop fan. Les dessins sont vraiment laids, on dirait. Je suis pas du genre à changer ces dessins, mais dans Dark Knight, la suite de Dark Knight Returns sont vraiment pas beaux. Mais Watchmen, en gros, DC ont acheté une compagnie, puis dans le fond, ce qu'Alan Moore voulait faire, c'est comme reprendre les héros, puis d'écrire une histoire avec. Dans ces héros-là, il y avait entre autres Blue Beetle, qui comme je pense c'est le héros que les gens se souviennent le plus aujourd'hui. Il y a une couple d'héros, puis au final, il a réussi à créer sa propre histoire. En gros, c'est une espèce de livre anti-super-héros où on va tout déconstruire ce qu'est un super-héros. On est dans un univers comme sale, croche. T'as l'impression comme qu'il y a un gros party, puis t'arrives après, tu sais, où ce que comme tout est laid. Peut-être ton aimé rien nettoyé, mais toi t'as pas fait le party partout. c'est ça. En gros, c'est un univers parallèle où les États-Unis auraient gagné la guerre du Vietnam à cause d'un super-héros qui s'appelle le Docteur Manhattan, qui est littéralement un dieu. Genre, il est à la fois, c'est un personnage qui est vraiment fascinant, parce qu'il est à la fois conscient, genre, de ce qui se passe dans le passé, dans le présent, puis dans le futur, puis il y a des comme, genre, ses pouvoirs ont l'air de comme pas avoir de limite. Il peut, genre, te transformer en sable, tu sais, en une seconde. Sauf qu'il est comme pas vraiment humain. Mais il peut, en même temps, non seulement il est conscient, mais il peut interagir avec le passé, le présent et le futur sans nécessairement voyager dans le temps. Ouais, c'est vraiment fou, là. C'est juste un peu qui est comme tout le temps présent, peu importe lequel moment dans le temps. C'est ça. Ça me fait penser un peu à ça par rapport, parce que je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a écouté Fringe, là, mais en tout cas, justement, il y a je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais en tout cas, il y a des personnages là-dedans, sont comme, ils voyagent pas dans le temps, c'est juste que le temps, c'est comme juste une boucle fermée, puis ils sont tout le temps présents, peu importe à quelle période en même temps. Ouais, c'est un peu dans ce genre-là. En gros, on est dans les années 80, il y a eu les super-héros ont déjà eu des super-héros, mais il y a comme une loi passée par le gouvernement qu'ils ont interdit parce que les gens étaient vraiment contre eux autres, il y a eu des grosses manifestations. Fait qu'il y a plus de super-héros sauf un qui s'appelle Rorschach, qui est le personnage qui est un peu connu dans la pop culture, qui a un masque avec comme plein de spots d'encre qui bougent un peu. Puis pour faire un petit parallèle à ça, c'est aussi le personnage de The Question dans DC c'est un je sais pas si c'est ce qui je parle là. Ah, moyennement. Mais The Question, dans le fond, il a été créé à partir de Rorschach. Parce que justement, c'est un genre de détective que il y a pas de visage. Dans le fond, c'est vraiment juste un c'est cool. Là. C'est cool. Dans le fond, il y a plus de super-héros sauf Rorschach qui est un peu comme un renégat. Puis le livre commence, il y a un ancien super-héros qui s'appelle qui se fait assassiner. Le comédien. Qui s'appelle le comédien. Puis en gros, tout le livre un peu va être une enquête pour essayer de découvrir comment il a été tué. Au travers de ça, t'as un peu l'impression que il y a comme la fin du monde qui va arriver. C'est un peu symbolisé. À chaque chapitre, il y a une horloge qui s'approche de plus en plus de minuit jusqu'à au dernier chapitre, puisque là, c'est minuit. Puis en tout cas, je dirais rien, mais man, il arrive quelque chose que t'es comme oh shit! Tu veux vraiment pas venir. C'est ce que j'aime beaucoup de Watchmen, c'est l'écriture qui est vraiment intelligente. Il y a un deuxième niveau, il y a toujours des réflexions. Moi, j'ai l'impression qu'un peu un des thèmes de Watchmen, c'est comme la folie au travers de la vie en général, parce que t'as l'impression que genre il y a rien qui va bien dans Watchmen, mais les personnages genre essaient de s'accrocher pour essayer genre de passer au travers de quelque chose. Il y a tous les super-héros là-dedans sont vraiment comme sont loin d'être les super-héros qu'on s'imagine. Tu sais, justement, Rorschach, qui est un peu un espèce de Batman, un vigilante. Genre, c'est comme si son personnalité
avait disparu derrière le personnage qu'il est. Ça l'a un peu rendu fou. Même que, genre, il considère que, genre, quand il porte pas son masque, il existe pas vraiment. Il y en a un autre, Night Owl, que il est comme triste un peu, puis il est un peu nostalgique de l'époque, puis tu vois que, tu sais, il fait rien, puis il est comme toujours un peu déprimé. Déprimé, il y a d'autres personnages, il y a des, tu sais, il y a. Puis c'est le fun de ce noir-là, c'est qu'il y a pas eu énormément de super-héros. Puis genre, tu sais, aucun des super-héros dans l'univers à part Dr. Manhattan qui ont des pouvoirs. Ouais, fait que t'as l'impression que c'est réel. Ça a déjà existé. Puis il y a une certaine tristesse parce que justement, tu sais, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont arrivés des affaires. Tu sais, un des personnages s'est fait violer. Tu sais, c'est pas joyeux. Ouais, c'est plus dark, puis plus groundé sur des choses un peu réelles, mais avec... Un peu réel, ouais, justement, puis ça déconstruit les super-héros qui sont vus comme étant, tu sais, c'est des êtres intouchables, parfaits, tu sais, baigner dans la lumière, là, c'est crasseux. Ah ouais. Mais pour Alex, comme premier comics, je le conseille. Mais Watchmen, le titre Watchmen, ça se trouve-tu être un super-héros qui s'appelle Watchmen ou c'est un univers? Non, c'est vraiment, mais c'est un jeu de mots, dans le fond, Watchmen, c'est autant comme quelqu'un qui te regarde, c'est quelqu'un qui regarde, que une montre. Parce que la symbolique du temps est vraiment importante. T'as l'impression justement que au travers de l'espèce de recherche du tueur du comédien, il manque, tu sais, il est toujours un peu contre le temps. Puis aussi, dans un certain moment dans le livre, il y a une phrase, c'est Who Watch the Watchmen, qui est vraiment importante. Parce que c'est comme la phrase qui remet en question les super-héros, tu sais, c'est comme qui c'est qui surveille les super-héros. C'est pour ça un peu on explore. C'est ça que j'aime aussi de Watchmen, c'est que t'as l'impression que c'est un univers que t'arrives, il y a déjà plein d'affaires qui sont passées. Comme là, les super-héros, il y a comme eu c'est comme la deuxième génération de super-héros qui a arrêté, mais avant il y a eu une première génération, tu sais, qui ont leur histoire à eux autres. Fait qu'il y a comme un passé qui est pas vraiment expliqué, si on veut. Oui, ils vont l'expliquer un peu, mais pas trop. Il faut les références un peu, mais tu sais, c'est... Il y a des petites références un peu, c'est un peu, il y a certains personnages qui reviennent comme le premier Night Owl, justement, qui est un personnage qui va un peu, qui est un peu comme le mentor du deuxième Night Owl. Puis ce qui est intéressant, c'est que entre les chapitres, il y a comme des textes, mais genre pas d'image, vraiment du texte, genre des 4-5 pages, qui vont genre juste expliquer des affaires par rapport aux personnages, mais genre la première génération des super-héros, comment sont devenus des super-héros, ou expliquer l'univers. Fait que c'est vraiment le fun parce que ça, tu sais, ça donne encore plus d'éléments de l'univers pour le rendre crédible. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Aussi, les dessins ont vraiment super bien vieilli. Il y a un look old school, mais genre un peu intemporel. Ça, tu sais que c'est les années 80, mais ça reste vraiment beau. Puis à mon avis, c'est le genre de style qui va rester beau. Si je prends par exemple, moi, V pour Vendetta, j'ai de la misère à lire parce que je trouve que les dessins... Puis d'ailleurs, V pour Vendetta est sorti un peu après, je me trompe pas, Watchmen, mais les dessins ont vraiment vieilli. Fait que j'ai comme eu de la misère à le lire, même si l'histoire est quand même très bonne là-dedans. Tandis que Watchmen, ça reste vraiment beau. Puis comment c'est construit aussi, comme il y a un des chapitres, je pense que c'est le 5e chapitre, où ce que Dr. Manhattan, il s'en va sur Mars. Puis comment c'est construit, comme la première page de ce chapitre-là est comme pareil comme la dernière page du chapitre. Tu sais, plus ainsi de suite, ça se revient jusqu'au milieu. Puis c'est un chapitre qui est vraiment weird aussi parce qu'il est comme, ok, genre là, présentement je suis sur Mars, mais dans le passé j'ai fait ça. Puis là, 10 minutes plus tard dans le passé je vais faire ça, mais ça s'est déjà passé parce que là je suis sur Mars. Ça c'est vraiment fucked up. C'est pour ça que je disais qu'il peut interagir avec les périodes de temps sans bouger en tant que tel. C'est ça, il y a un côté un peu limite méta ou genre vraiment complexe et vraiment qui est vraiment le fun dans l'œuvre. Comme un autre aussi quelque chose de le fun. Un des personnages, dans le fond, il y a un espèce de vendeur de journaux qui va un peu comme refléter l'opinion des gens à mesure, parce qu'il y a comme des tensions entre l'URSS puis les États-Unis, parce qu'il faut savoir que c'est à cause du c'est grâce au Dr. Manhattan qu'il y a comme une paix qui est instaurée, mais tu sais, plus les affaires vont mal, puis plus t'as l'impression que pour avoir une guerre nucléaire. Dans le fond, t'as le vendeur de journaux qui, lui, comme va comme un peu refléter l'opinion des personnes un peu en général. Puis à côté, t'as un petit gars qui va lire une BD de pirates. Parce que dans cet univers-là, les super-héros sont plus à mode, c'est les pirates qui sont populaires. Puis ce qui se passe dans la BD a rapport avec ce qui se passe en tant que tel dans l'univers. Fait que c'est vraiment complexe, mais c'est vraiment cool. Faut s'en rendre compte, j'imagine. Faut que mais c'est bien expliqué parce que comme t'as l'histoire de la bande dessinée que c'est un pirate qui veut rentrer chez lui parce que
il était abandonné sur une île déserte, puis là, faut qu'il se fasse un radeau avec les corps de ses camarades qui sont morts. C'est un peu creep, là. C'est un peu creep. Puis au travers de ça, t'as le vendeur de journaux qui va un peu parler au petit gars, fait que tu sais, t'as des commentaires un peu, sortis, mais qui font quand même toujours référence à la fois ce qui se passe dans la BD et ce qui se passe dans l'univers. Fait qu'il y a un niveau de complexité que c'est fou, là. C'est vraiment cool. Il y a eu un film de Watchmen qui a été fait. En fait, la BD est sortie, puis il voulait faire un film. Il y a plusieurs personnes qui sont passées. D'ailleurs, dans le casting original, Robin Williams devait faire Rorschach. Ce que je trouve vraiment bizarre parce que, tu sais, il est connu pour avoir des personnages un peu joyeux, là, comme mettons Mrs. Doubtfire. Tu sais, Rorschach, il est sombre, il est crassé. Je pense qu'il a été capable de le faire. Ça aurait été intéressant, c'est un rôle vraiment différent de ce qu'il fait habituellement. Puis Arnold Schwarzenegger était supposé faire le Dr. Manhattan. Oh boy. J'ai juste Mr. Freeze dans ma tête. Ouais, je meurs déjà. Moi, tout c'est la première fois que Mais c'est ça, peut-être que, genre, sa carrière aurait été définie comme, genre, il fait juste des personnages qui sont bleus, tu sais, il aurait fait une adaptation des Schtroumpfs après, là. Ça, par exemple, j'aurais payé pour voir ça. Vraiment. Là. Mais c'est ça, ça a pris bien du temps, finalement, c'est le réalisateur de 300 qui a fait le film. Pourquoi j'ai un blanc avec son nom? Zack Snyder qui a fait le film. Le gros défi, c'est que la BD est vraiment complexe, il y a vraiment beaucoup de stock. C'est une BD, moi, la première fois que j'ai lu, ça m'a peut-être pris un 5-6 heures. De résumer ça dans un film de 1h30, c'est pas évident. Je trouve qu'il a quand même bien fait une job. Je trouve un peu comme, tu sais, 300, c'est vraiment, t'as vraiment l'impression d'avoir la même affaire que le comic book, mais en film. Là, Watchmen, il y a certains passages qui sont pas dans le film, mais t'as pas l'impression que ça gêne tant que ça l'histoire. Par contre, je trouve qu'il est un peu trop graphique. Comme il y a une visuellement, il est vraiment beau. Visuellement très beau, mais tu sais, mettons dans le livre, t'as une scène de sexe entre le personnage de Night Owl puis le Silk Spectre, qui est un peu là pour tu sais, c'est un peu la raison de pourquoi le Night Owl il va retourner être son super-héros, tu sais, mais dans le film, c'est genre t'as juste l'impression que c'est une scène de cul pour être un peu vulgaire. Fait que ça, j'ai pas trippé. Aussi, ce qui m'a surpris, c'est que tous les acteurs dans le film, c'est vraiment des acteurs qui sont pas connus. C'était un peu leur... À ce moment-là, ils étaient vraiment pas connus. C'était dans leur premier rôle. Puis je trouve que pour des petits newbies, ils se débrouillent relativement pas mal. Pour certains genres de rôles, des fois, c'est mieux des nouveaux visages que des connus. Justement, comme l'acteur qui fait Rorschach, personnellement, je l'ai trouvé vraiment très bon, très crédible. Bel job. Mais même si je trouve que le plus important, si vous connaissez pas Watchmen, c'est vraiment d'aller avec le comic book, parce qu'il est beaucoup plus complet. Il y a aussi, au pire, je mettrai ça je vous le donnerai en lien sur votre Facebook. Il y a un motion comics qui a été fait. En gros, c'est le comic book tel quel, mais il a été animé, puis il y a une voix qui raconte tout. Fait que c'est sur YouTube, fait que vous pouvez l'écouter. Le seul défaut, c'est que genre c'est une voix qui fait tout, pis c'est un gars. Même les voix de filles. Ok. Fait je sais pas pourquoi ça me rappelle le mariage de Batman. Moi aussi, mais ça c'est juste ça, genre. Je sais pas si t'as déjà vu ça, le mariage de Batman, là, ben tu checkeras ça après. Je vais faire ça, quand je vais être rentré chez nous. Ben, en tout cas, ouais. Mais c'est genre juste un gars qui fait toutes les voix, même les voix de filles, mais tu sais, il essaie de prendre une voix un peu de femme, mais ça paraît quand même que c'est un gars, fait que c'est du bad acting un peu. C'est un peu bad acting, puis genre, tu sais, des fois il y a des moments, tu sais, comme un des personnages te fait violer, mais tu sais, tout ce que j'ai dans la tête, c'est, tu sais, c'est un... la fille a l'air d'être un travelot parce que c'est un gars qui fait la voix. Il aurait pu au moins engager 2 personnes. Ouais, c'est ça coûtait trop cher. Moi, j'imagine juste la scène. Qu'est-ce qu'elle a fallu votre fille? Ben oui. Puis on fait, ok. Ça finit là, y a pas de punch, là. Garde le gars, pis go. Watchmen, après Watchmen, il y a peut-être 5-6 ans, il y a eu une série de plusieurs comic books qui s'appelle Before Watchmen, qui a eu d'ailleurs des très bons auteurs, je pense entre autres à Brian Azzarello, ou plein de gros auteurs qui ont vraiment travaillé, qu'en fait, dans le fond, c'est des mini-séries sur chaque personnage et sur justement la BD de Pirate a eu droit à son comic book. Ok. Qui j'ai pas lu au complet, fait que je pourrais pas dire si c'est la même histoire ou c'est genre une autre histoire mais dans la même genre série de comics là. Mais c'est vraiment quand même pas si peu comme série comic book. Moi je conseille surtout celui du Dr. Manhattan qui est vraiment méta parce que dans le fond le Dr. Manhattan se rend compte que juste le fait qu'il existe
ça a comme tout changé l'univers, le déroulement du temps. Fait qu'il essaie de revenir dans le temps pour empêcher, genre, qu'il existe. Ouais. Fait que c'est vraiment méta, mais c'est intéressant. Puis là, récemment, DC ont tout recommencé leur série au numéro 1. C'est pas un reboot. Ils ont fait 2-3 ans le New 52 qu'ils ont vraiment... C'était un reboot, mais c'était un soft reboot, parce que dans le fond, les événements d'avant, c'était quand même passé dans un sens. C'est ça, le New 52, parce que c'était vraiment un reboot. Là, ils repartent leur série au numéro... ils repartent leur série au numéro 1, mais je pense que c'est surtout une raison pour changer leur équipe créative derrière chaque titre. C'est Rebirth, là. Un peu, ouais, Rebirth. Et ce qui est le plus intéressant, qui a été un peu teasé dans le premier numéro qu'ils ont fait justement pour amener Rebirth, c'est que l'univers de Watchmen, qui juste alors était indépendant, c'était vraiment son propre univers, maintenant fait partie de l'univers standard de DC avec les super-héros. On voit Batman qui regarde justement l'espèce de smiley avec le sang qui est un peu l'emblème de Watchmen, puis on tease que le Dr Manhattan sera un méchant dans un méchant. Ben c'est pas nécessairement le méchant, moi, ce que j'ai lu, dans le fond, parce que lui, il a pas vraiment une notion du bien du mal en tant que tel. C'est ça. Ça va plus haut que nous autres, fait que ouais, c'est lui qui aurait altéré l'univers dans le fond. L'univers. Fait que j'ai hâte de voir parce qu'ils viennent de partir de Rebirth, fait peut-être 1 mois ou 2 à peu près. J'ai hâte de voir comment ils vont amener l'univers de Watchmen pour que ça fit. Je pense qu'on est dans les tomes 3 en ce moment. Et ton j'ai hâte de voir comment ça va vraiment fitter avec le reste. Est-ce que t'avais terminé ta chronique ou je commence à me répéter un peu. Okay. Mais je dirais juste dire que c'est un livre que vous devez absolument lire. Que vous aimez les comic books ou non, lisez Watchmen. Il conseille pas, hein, c'est un ordre. Ok, c'est correct. Moi, quand j'ai acheté, en plus, c'est vraiment un livre qui est fun à analyser. Moi, je me souviens quand j'ai acheté mon comic book, j'étais allé à la librairie que les Mystery Étonnants y vont. Petite boutique sur le Mont-Royal. Le vendeur me dit que genre ils font lire à l'université. Genre, parce que tu parles de je me rappelle pas du nom là, mais c'est proche du Millennium. Millennium, ok. La librairie Millennium, qui est vraiment une belle place. Le monde sont vraiment sympathiques. Ouais, fait que moi aujourd'hui je parle de mascarade. J'en avais parlé un petit peu au début dans l'épisode 0, c'était quoi un peu un mascarade, mais là je veux plus y aller comme en profondeur parce que une mascarade, j'ai remarqué que souvent le monde quand ils t'en parlent, ils te disent "Ah, c'est juste un petit concours de costumes, blablabla." C'est pas ça? Oui, mais pas petit. Mais non, parce que c'est la renommée, puis c'est international. Donc tu gagnes une mascarade au Québec, ben si tu t'en vas au Japon, tu montes de catégorie aussi. Parce que c'est international, il y a un forum que les juges, je crois, je suis pas sûre à 100% que je m'avance là, mais j'ai déjà entendu parler qu'il y avait un forum qu'il disait les nominés. Donc, peu importe, tu sois où dans le monde, tu gagnes une mascarade, tu t'en vas au Japon après, ta mascarade... Ton prix est valide, dans le fond, c'est comme un... C'est comme... C'est international. Si tu gagnes un prix, le taquiton, ça change. Je pense que le taquiton fait partie aussi de ça, parce que si tu gagnes le taquiton, à Anime North, t'es représenté, c'est fait que dans le fond, toi, tu irais aux États-Unis, au Japon, peu importe, t'es quand même considéré comme artisan comme niveau. Non. Non, ok. Non, parce que moi, j'ai gagné 4 prix, mais c'était une Nadeshikon. C'était une petite convention, mais ça s'en vient. Donc, je vais parler un peu de mascarade. C'est un concours de costumes qui se met en 4 niveaux. Donc, débutant, intermédiaire, artisan, master. Dans le fond, qu'est-ce que tu gagnes quand que t'es dans le concours? C'est des rubans, des certificats. Tu peux même avoir des petites boucles. Il y a des plaques commémoratives aussi, des trophées. Plus en plus tu montes de niveau, plus la difficulté est forte, mais aussi plus la renommée est là. T'sais, je prends par exemple mon amie de fille, Félicia, elle gagne des concours, là, elle est rendue master. Quand t'es master, tu tags master, sauf que tu te fais reconnaître en tant que master. Fait qu'elle, elle s'en va dans une convention, tout le monde la connaît. Parce qu'elle a passé master dans plein de mascarades. Donc t'as la renommée. Puis à un moment donné, c'est sûr, cette fille-là va avoir son boot, comme Suki Cosplay, comme les grandes cosplayers professionnelles. Tu fais ta renommée comme ça, puis après ça, tu peux faire de l'argent en faisant des photos. Les masters, il y en a pas 25 non plus dans les conventions, fait que tu sais, c'est toujours, mettons, les mêmes, à toutes les conventions, les mêmes maîtres, fait que comment t'y reconnais, là. Et voilà. C'est super le fun à avoir, puis surtout quand tu te fais reconnaître d'un cosplay à un autre, parce que t'as fait une mascarade, je me souviens, à la Taquiton l'année passée. Moi, je suis même pas master, j'étais journeyman, puis on m'a dit « Ah, t'étais la Peach dans Janim qui a fait la mascarade. » Tu te sens reconnu, même si t'es même pas en même
personnage. Veux pas, tu te fais reconnaître pis c'est vraiment le fun. Ben, c'est sûr que c'est le fun quand on se reconnaît. Ben oui. Pour qu'est-ce qu'on fait. Puis là, comment on fait pour évaluer si un cosplay est bon ou pas? Dire, ce cosplay-là mérite un prix, puis pas celui-là. Il y a 2 grosses catégories pour évaluer les cosplays. Dans le fond, il y a la confection puis il y a le sketch. C'est les 2 choses que les juges vont aller regarder pour pouvoir évaluer si ton travail est comme il faut. Dans la confection, ils peuvent évaluer autant le maquillage, la perruque, parce qu'on s'entend qu'un maquillage de 2h30 que tu te fais du body paint va être autant accepté qu'un maquillage normal. Les perruques, c'est surtout comment les styliser. Souvent, tu vas remarquer les cosplayers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, j'appelle ça la coupe vagin. Là. C'est qu'ils se font tout le temps un pli dans le milieu, ils tassent les cheveux sur les côtés puis leur perruque est correcte. Mais souvent, c'est pas ça les personnages qu'ils ont. Ils ont un toupette bouffant, ils ont une couette qui monte dans les airs puis qui va vraiment petit. Moi, je vous conseille, je vais mettre en lien sur Facebook une cosplayeuse que j'adore ses perruques, c'est Celtica Sakura. Elle a fait des perruques que toute gravité n'existe plus. Je comprends pas comment qu'elle fait. C'est pas elle qui faisait Valence dans... Oui, elle a fait Valence dans un Comic-Con. Valence de Turnabout. Parce qu'en fond, avec les Ace Attorney, les jeux, ils font des genres de pièces de théâtre, de sketch, dans le fond, que le public qui peuvent interagir pour trouver le coupable, dans le fond, à la fin. Un peu genre meurtre et mystère, mais de groupe, là. Okay. Puis elle faisait Valence. C'est elle qui fait ses perruques elle-même, là. Mais c'est cool parce qu'à chaque fois qu'elle sortait de scène, elle revenait, elle changeait de wig. Oui. Comme dans l'émission, oui, là. elle sortait, elle changeait de perruque, fait que c'est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, cool. Puis elle est réputée, puis elle fait des panneaux de comment faire des perruques aussi. Quoi utiliser pour que ça soit beau puis ça a l'air une dans les grosses conventions comme le Comic-Con en plus, elle fait pas juste ça. Non, elle a fait AJ dans Backstreet Boys. Dans la version Backstreet Back là, avec Halloween un peu là, elle a fait tout son crâne qui coule. Puis pour vrai là, j'étais sûr que c'était lui. Non mais il ressemblait beaucoup puis pourtant elle a une face vraiment féminine là. Ouais, c'est vrai. Donc c'était ton idole, fait que t'étais vraiment. Ouais, moi j'ai autographe. Vous voyez pas, mais d'ailleurs, Danny, il y a un gros poster des Backstreet Boys, là. Ok, ouais. On va mettre la photo de son poster à la fin de... il évalue beaucoup, c'est ça. Ils peuvent évaluer les perruques autant que le maquillage. À côté de lui, Justin Bieber. Car si tu te fais un beau masque en latex qui est collé sur ton visage, ça compense aussi comme maquillage. Ils vont voir aussi tous les petits accessoires, que ce soit de la broderie, que ce soit de la lumière dans tes costumes, que ce soit juste des bijoux faits à la main, des souliers que tu as repeinturés, puis remodelés à une forme, est évalué aussi. Donc, quand tu passes devant le juge, tu dis tout. Même si ça a été modifié, si c'est pas toi qui l'as fait parce que t'as le droit à... Ça dépend des conventions, mais souvent, c'est que t'as le droit à 20%, pas comme, mettons, des gants, t'as le droit à des souliers achetés. Mais tu peux pas acheter ton costume pour participer en mascarade. Mais tu sais, comme, mettons, là, je prends par exemple, mais là, tu faisais pas une mascarade avec, mais tu sais, ta mystique, le morph suit, ça aurait été trop? Ça aurait été... d'après moi, oui, parce que ça fait partie de presque 90% du cosplay. Qu'est-ce qu'il aurait fallu, c'est que... Mais tu sais, il est caché un peu parce que t'as un suit par-dessus. Ouais, mais il aurait fallu que je le peinture à la main avec du body paint au pire. OK. Ou faire des designs dedans. Ça aurait fonctionné en mascarade. Ouais, ça prend le morph suit puis un ton que t'aurais fait comme des écailles dessus. Oui, c'est correct parce que tu l'as modifié toi-même. Voilà. Mais sinon, c'est pas accepté. Ça marche, non. Ensuite de ça, les imprimés. Il y a du monde qui peinture à la main sur les tissus. Il y en a qui font de l'imprimé. Ça aussi, c'est considéré, c'est évalué durant une mascarade. Il y a différentes manières aussi de faire des imprimés. Ensuite de ça, t'as la précision. La précision des coutures. La précision de ton cosplay. Il ressemble-tu au cosplay de la fille? Parce que t'as beau avoir un très beau cosplay, parce qu'il faut que t'amènes une photo. De qui tu fais, en fond. De qui tu fais. Mais, ils vont aller voir la précision. OK, mettons, son chandail, il arrête en dessous de ses seins. Mais pourquoi toi, il arrête en dessous du nombril? Fait qu'ils vont regarder ça. Ça va venir jouer. Le temps de couture. Combien de temps? Parce que quand tu passes au juge, il va te demander, t'as passé combien de temps à faire? Essaye pas de mentir parce qu'il va le savoir tout de suite. Si tu dis, ça m'a pris 3 mois pis que ta couture est vraiment pas belle, il sait que ça t'a pas pris 3 mois. Au pire, ça t'a pris 3 mois, il va dire que t'es poche. Ouais, c'est ça, j'allais dire, si ça t'a pris 3 mois. T'es pas la bonne catégorie, la grande. Tu sais, mais ils vont regarder le temps alloué aussi que t'as mis sur ton cosplay. Comme moi, j'avais fait un cosplay, puis il avait scrappé 2 jours avant la convention, je faisais une mascarade, tout était prêt pour mon cosplay, il a fallu que je le recommence au courant complet en 2 jours. Ça m'a valu des points. Parce que j'ai fait un cosplay que j'avais fait en 1 mois, je me l'ai tapé en 2 jours. Puis il était tout doublé pis tout. Fait qu'il était sa coche, mais je l'ai fait en 2 jours. À cause d'un problème. Puis j'avais même amené la photo de mon costume
scrappé, puis il a été étonné, il a fait « Wow, ok, je comprends rien ». Ensuite de ça, il y a les coutures. Toutes les petites coutures que vous faites sont évaluées. Ils retournent le costume de bord. Mets-toi des bobettes en dessous de ton costume. Non, mais il y a beaucoup de juges qui vont tourner de bord. Fait que les coutures inutiles sont apparentes, t'enlèves des points. C'est pour ça que je conseille au monde doubler vos costumes. Comme ça cache la majorité des coutures. Par doubler, dans le fond, tu veux dire de finir l'intérieur avec un autre tissu. Un autre tissu, c'est ça. Ou de finir les coutures avec un overlock. Une surjeteuse. Une surjeteuse. Qui fait des plus belles coutures parce que ça fait une meilleure finition. Alex, t'as sorti un mot français. Une surjeteuse. C'était le mot à retenir pour ce podcast. Surjeteuse. Mais aussi, c'est ça, la finition est très importante dans les mascarades. C'est ça qu'ils vont évaluer. T'as un petit fil qui sort, il va te dire hey, c'est quoi ça, il va tirer dessus. Si tu veux pas que ton costume parte, ben... C'est quoi ça? J'ai vu. Ouais, et voilà. Puis ça, je sais que ça arrête. Fait que ça, c'était... les choix de tissu aussi. Ils vont regarder si le bon choix de tissu va avec le cosplay. Tu sais, exemple, un yukata, les juges savent souvent que c'est du coton. Mais s'ils voient que t'as pris du stretch, pis que ça marche pas parce que ça tire tout, mais que dans l'anime, il est pas censé tirer, tu perds des points aussi. Moi, c'est en même temps, les juges, c'est des connaisseurs. Ben, autant d'animes, j'imagine, ou de personnages, là. Ils connaissent un peu. J'imagine qu'ils doivent se compléter. Ça doit pas être du monde qui se connaissent dans toute la... J'imagine, il doit y avoir des juges qui connaissent plus le côté anime des... Ben, gars, je vais y aller dans cette section-là. Dans le fond, les juges, souvent, t'as un juge par catégorie, qui est pas le même. OK? Donc, t'as un juge pour les débutants, un juge pour les intermédiaires, un juge pour les artisans, puis un juge pour les masters. Quand tu passes au juge, t'as une photo de ton costume. Si possible, t'as une photo de ta progression de cosplay. Comme ça, il peut le voir, lui, comment t'as fait les étapes. Je prends l'exemple de Angel, qu'elle avait fait une mascotte à Nadeshikon. Elle avait pris des photos de chaque étape. Fait qu'il a pu voir, OK, il l'a fait de même. Ah, c'est intéressant, quel matériau que t'as pris, parce qu'il te pose des questions. Quel matériau que t'as pris pour faire telle affaire? Ah, pourquoi que, mettons, il y a une trace là? Ah, c'est supposé d'être ce rouge-là, parce qu'il regarde sur ta photo, il est pas rouge comme ça. Il te pose des questions. Parce que justement, si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait ou t'as aidé, pis t'as aucune idée comment que c'est fait, t'as l'air d'un cave. Ça paraît quand quelqu'un ment là-dessus, parce que de la couture, tu peux pas mentir. Mais t'as le droit d'avoir de l'aide, je pense. C'est juste que faut que tu le mentionnes. Faut que tu le mentionnes, faut qu'il soit avec toi dans le den. Quand tu passes au juge, il te pose énormément de questions sur ton costume. Fait qu'il faut que t'expliques aussi toutes les étapes, les problèmes que t'as eu. Mais dis jamais les défauts de ton cosplay. T'es satisfait à 100%. Ben, c'est comme si tu vas porter un CV, tu fais juste dire tous tes défauts. Et voilà, tu peux ça marche pas pas. en cacher. Mais, tu peux dire les difficultés que t'as eues pendant la confection. Comme moi, exemple, je me souviens, à ma Peach, ma machine avait brisé en plein milieu. Ça avait fait un trou dans la robe. Mais que j'ai réussi à venir le rechercher. Mais ça, t'as le droit de le dire parce que c'est une difficulté que t'as remontée. Les juges vont aussi aller c'est les juges aussi qui vont juger ta performance en skit. C'est un skit, c'est un sketch, là. Ouais. Moi, je suis habituée de dire un skit, là. Mais, un petit sketch. Parce que quand tu présentes ton personnage, t'as deux choix. Soit que tu fais un in and out. Ça veut dire que tu fais comme une parade. Tu rentres sur la scène, tu montes ton costume, tu sors. Ou que tu fais un petit sketch. Mise en scène. Une mise en scène, pour représenter ton personnage. Souvent, le sketch va apporter beaucoup de points. Puis ils vont évaluer selon la trame sonore que tu choisis, si ça a soit un lien, si ça fit bien, si t'as bien fait un jeu, exemple, de mixage avec la trame sonore. La présence sur scène, si t'es capable de prendre toute la scène ou si tu restes dans le coin puis tu fais juste tes petites affaires dans le coin. La cohérence de ton sketch. T'es une princesse, t'as la grosse robe, t'es super belle, mais tu fais une affaire de meurtriage, mais que ça n'a pas rapport pantoute avec l'anime. De meurtre. Ouais. Genre, pis que ça n'a pas pantoute rapport avec rien. C'est juste parce que tu voulais faire ton show-off, ça marchera pas. Ah, mais exemple, c'est une princesse qui se bat pour vrai, mec, qui a une grosse robe, ça fit. Mais si tu es une princesse qui se bat pis d'habitude, elle fait juste... Ça peut se faire. Mais ça dépend du contexte de qu'est-ce que tu le mets. Mais si t'as pas de cohérence, eux autres vont le voir tout de suite. Comme si tu serais une princesse version warrior, qu'une armure, c'est ça. Ben là, ça marche. Là, et voilà. Le jeu d'acteur aussi est très important parce que dans le cosplay, il y a le mot play. Un cosplay, c'est pas juste un costume. Faut que tu interprètes ton personnage. Donc, ils vont aller voir si t'es capable de rentrer dans le personnage que t'incarnes. Aussi, ils vont un sketch, faut que ça aille toucher le public. Donc, que ça soit rire, que ça soit pleurer, que ça soit avoir la chienne. Faut que ça aille chercher une émotion au public pour que le public, quand tu sors, ils vont t'applaudir. Moi, je me souviendrai toute ma vie. Avec ta Peach? Avec ma Peach. Ah, c'est ça, je pensais que, ouais. Le monde pleurait en avant tellement qu'il riait.
Parce que j'ai fait en tout cas, un sketch assez comique, ouais. Puis même quand je suis sortie de scène, le juge il a dit, j'ai jamais entendu le monde rire comme ça. Donc ça m'a comme fait, oh cool, c'était le fun. On pourrait peut-être te retrouver vidéo, mettre le bout du sketch. Ouais, je pourrais peut-être le mettre. Ce serait le fun. Donc ça, c'est à peu près qu'est-ce qu'ils vont évaluer en mascarade. Donc c'est quand même complexe. Tu vois, le travail, tu sais, c'est pas juste de faire le cosplay. C'est vraiment tout ce qui entoure le cosplay, puis voir les mini détails. Si tu participes pas à mascarade, ouais, tu fais ce que ça te tente. Exactement, ouais. mais quand tu vas participer à mascarade, justement, comme tu dis, là, le travail est important Le parce travail que... est très important. Si tu te déguises juste pour assister à une convention puis te promener dans le monde, ben tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Et voilà. Tu peux acheter un costume aux gens coutus de Spider-Man puis t'es non, mais tu peux aussi te mettre un sac à la poubelle, genre mauve, puis dire que t'as un insecte, ben j'ai déjà vu ça. Ah ouais? C'était un gars de Valleyfield en plus, j'avais fucking honte. Ah, non. Ben, cette année, j'avais vu un gars avec une boîte de carton écrit genre no cash for cosplay. Ouais, mais tu sais, Ouais, mais ça, à c'est la limite, ça c'est drôle, là. Moi, j'en ouais. avais vu un qui se promenait avec une pancarte, tu sais, quand YouTube load pas, là. Ben, c'était l'image de je capotais. En plus, Millie, elle m'avait dit comme ça serait genre mon genre de costume parce que j'ai eu ça en faire. Donc, quand t'arrives en mascarade, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est ils vont te donner une heure. Puis un numéro d'entrée. Qui peut être de l'entrée numéro 1 à l'entrée numéro 64. OK? Non, mais ça dépend du nombre d'entrées. Ouais. C'est tellement long. Ou 177. On peut nommer des chiffres aussi. Ouais. Mais non, parce qu'à un moment donné, je pense qu'ils arrêtent après. Ouais, ils ont un maximum, là, ça dépend des conventions. Ils surpassent des fois un peu. Tu sais, s'il reste 4 personnes, ils vont les prendre. mais tu sais, s'il y en a genre 26 de plus, ils vont faire désolé. Ensuite de ça, ils te donnent une heure à arriver. Habituellement, la plupart des mascarades que j'ai participé, c'était à 1h, 2h de l'après-midi. Fait que, attends-toi à ce que ton samedi, tu le passes dans la salle des juges. Ça, c'est vrai, par exemple, c'est long. C'est très long, OK? C'est séparé en den. Un den, c'est comme, ils mettent 6-7 chaises en rond, ça fait un den. C'est le den numéro 1. Ben, dans le den numéro 1, t'as l'entrée de 1 à 6. Puis quand ils disent, OK, la mascarade part, j'appelle le den numéro 1, mais c'est tout le den numéro 1 qui part, qui s'en va se mettre en file. Ils présentent pas tout en même temps, juste pour le non, c'est ça. qui nous écoutent. C'est mettre en den. Qu'est-ce qui se passe dans un den? Je voulais le dire parce que ça, là, c'est la partie, écoute, tu passes 6 heures assis, là, à attendre de passer voir le juge. Mettons, den numéro 1, OK, vous allez voir le juge. Den numéro 2, vous allez prendre la photo officielle de la mascarade parce qu'il faut qu'ils te reconnaissent. Les juges, ils savent pas ton nom, là. Pis ils savent pas tout le temps ton numéro, fait que tu prends une photo. Den numéro 3, allez voir les ninjas. Parce que t'as des ninjas dans les mascarades qui vont soit aller chercher des accessoires, faire des petits jeux, ou... Dans le fond, les ninjas, ils ont des morceaux noirs, puis ils t'aident dans ton sketch, à faire des trucs que t'as... Genre, c'est un objet qui est supposé de bouger, de flotter, ben ils vont passer à courir en arrière dans il y a des vrais ninjas. Non, ben, ça s'appelle les ninjas. Ah, ils assassinent aux gens. Ils assassinent le monde qui ont des cosplays mais une vraiment fois que t'as passé au ninja, pour dire qu'est-ce que tu veux faire durant la scène, que tu vas voir le juge, puis que tu vas prendre ta photo, t'es 4 heures assis dans ton den à attendre que la mascarade commence. Puis 90% du temps, la mascarade commence en retard. Fait que tu stresses du début jusqu'à temps que tu sors de la scène. Donc t'as un 6 heures de stress. Puis il y a moi il a reçu plein de messages textes de j'ai faim, je vais aller fumer, j'ai envie de pipi. Puis parce que tu n'as pas le droit de sortir de ton den quand tu rentres dans ton den. Fait que si t'apportes ton sleeping bag... Il y en a qui amènent d'un petit peu de nourriture, mais dis-toi que dans un den, tout ça passe, OK? Je l'ai vraiment... OK? T'as ton cosplay. Tu t'es assis, il casse. Il se découpe. T'as pas d'aiguille, là. Ben, ça dépend. Il y en a des mascarades qui vont garder une table où ils vont mettre des aiguilles et des fils au cas où qu'il se passe de quoi. Mais ton armure, elle brise. T'as pas passé encore sur scène. Tout se passe dans un den. Pour vrai, là, qu'est-ce qui est important? Décourage-toi pas. Moi, je me souviens... j'avais demandé à mon amie de serrer mon armure d'Inuyasha, puis elle a pété c'était comme un œillet. Elle avait tellement tiré pour le resserrer que l'œillet est parti. Ça l'a fendu l'armure. Mais quand j'ai passé devant le juge, il l'a pas remarqué. Je l'ai pas montré. Oui, tu peux avoir brisé ton chose, mais stresse pas pour ça. Tu stresses déjà pour ta mascarade. Fais ton show, puis ça va être pareil. On le remarquera même pas. Vous avez gagné en plus. On a gagné, ouais. Le best class. Mais ça et tout, je vais le dire. Le juge, il écoute, puis il va te retirer ton prix. Ouais. Mais c'est pas grave, pas juste en anglais, le juge qui m'a jugé. Donc, non. Ouais, c'est ça. On va faire un bout anglais juste pour ça. c'est ça ton cosplay. Très important quand tu fais partie d'une mascarade, la taille. Il faut que tu passes dans un cadre de porte. Si tu peux pas rentrer sa scène, ton cosplay ne passe pas en mascarade. Il y en a que c'est leur tête qui passe plus. Il y a une hauteur minimale, je pense que c'est 6 pieds, 7 pieds. Mais je pense que c'est 7 pieds, parce que 6 pieds, tu sais, même moi, je passerais pas sans costume. Non, 7 pieds, mais ça me semble que c'est 7 pieds. Les encombrements,
des fois, il y a des marches que t'as à monter pour aller sur la scène. Si tu peux pas les monter, tu peux plus faire partie de la mascarade, t'es disqualifié. Les pépins, comme je disais, ça déchire, t'as mal aux pieds, t'as des ampoules tellement aux pieds que tu peux pas avoir de souliers. Ouais, mais si tu peux, mettons, un cosplay de Charles Xavier qui est en chaise roulante. Tu peux faire monter ta chaise roulante sur la scène. Ça, y a pas de trouble. En tant que tu sois capable de t'arranger. C'est ça. Les ninjas peuvent te pousser pour faire semblant que t'avances tout seul. Et voilà. Malade, hein? Le poids des cosplays aussi. Dites-vous que vous êtes 6 heures à attendre. Tu peux pas l'enlever, là. Tu peux l'enlever si tu veux dans le den. Mais le remettre, le renlever, à un moment donné, tu vas le fragiliser. T'as plus de chances de briser aussi. Moi, mon armure, en Nadeshikon, il a fallu que je l'enlève parce que je pouvais pas m'asseoir. Pas m'asseoir pendant 6 pas heures. t'asseoir. C'est ça. Fait que faire attention. Aussi, un truc, si vous voulez faire une mascarade bien réussie, prenez un cosplay qui est pas souvent vu en convention. Harley Pour te Quinn. démarquer. Hein? Pour te démarquer. Pour te démarquer, puis pour faire que les gens vont faire « Wow, j'ai jamais pensé à faire ce cosplay-là. » Je dis Harley Quinn, mais en blague, parce qu'on la voit tout Ouais, on le la temps. voit Il y en tout a le temps. genre 577 à tous les conventions. Ouais. Sur 1067 personnes. Non, mais... Ben, vous pourriez faire un cosplay des membres de Lago. Ça serait original. Oh! Ouais, mais on n'est pas rendu là. Je pense pas que personne ne cosplay Ouais, encore, c'est là, mais... On peut s'auto-cosplayer, là, tu sais, où je vais faire pourrais faire Alex, moi. dame. Ah, Christian, yes sir. Bon, fait qu'Emily fait Emily. Elle peut faire Gabi. Je suis pas là. Ah, c'est ça, c'est un morph suit noir avec un point d'interrogation. Yeah! Ça serait malade. Gabi, tu fais moi. Il m'a- Bon. Donc, aussi pour le sketch. Quand tu fais un sketch de mascarade, très important, pas de gomme. C'est la première chose qu'on va voir sur scène. Si jamais ben, ça dépend, si ton personnage, il mange de la gomme, Il y en a pas beaucoup. Pas de gomme. Chante pas. Tu fais, à moins que ce soit un chanteur, ton personnage. Puis tu sois bon. Mais que si tu fais un sketch, pas, tu sais, qu'il y a une chanson en japonais, mais Ouais. que ça va, tu sais, c'est pas dans ton sketch, chante pas. Mais tu peux faire du lip sync. Ouais, tu peux Ouais, faire ça, du je l'ai lip-sync. déjà vu. Ouais, ça se fait. Si ton cosplay brise durant la mascarade, tu ne touches pas à ton cosplay, continue le show. Ça, ils le disent direct en partant. ah ouais. C'est important. Ta robe déchire, fais semblant que c'est fait exprès. Ben, ça dépend à quel point qu'elle déchire, là. Non. mais- Continue. Je vous jure, parce que sinon tu perds des points. Ben, ça dépend de perdre tes points puis ta dignité, tu peux faire un choix, là. Ouais, mais c'est Ça dépend, c'est rendu. Ouais, en priorité. C'est sûr, si tu perds tes pantalons, arrête ton show. là. Non, mais tu sais, je veux dire, si Ou la robe elle fallait, déchire au tu complet. sais, puis fallait que tu t'as- leur montres, mettons tes pantalons en comédie. Ouais, mais si c'est Arthur de Ghost and Goblins, ça marche. Ça, c'est malade. Ça, il faut que tu perdes ton armure, Ouais, c'est justement. Parce que, exemple, moi j'ai un groupe de filles qui étaient avant moi à mascarade, leur arme, il y en a une qui a brisé en 4. Ouais, elle va tomber Puis sur elle stage, faisait, hein. ouais, puis elle faisait un genre de RPG, fait qu'elle se battait puis elle reculait. Mais là, à la place, quand son arme a brisé, tout de suite elle a réagi puis elle a comme poussé son ami de fille pour qu'elle y aille. Fait que ça faisait comme si c'était stagé. Le Ah, elle show continue, must go on. elle continue le show, puis ça C'est paraît ça. pas. Mais ça, c'est pas un, c'est un accessoire qui brille, ça peut être moins pire que ton costume complet, il tombe en morceaux, peu importe. C'est arrivé aussi à un de mes amis, il avait perdu sa chemise. C'est un gars qui est en transformation pour devenir une fille. Non, c'est le contraire. C'est une fille qui est en transformation pour devenir un gars. On en a Mais tellement elle des a amis de continué, même. puis elle a quand même gagné un prix. Il a quand même gagné un prix. Puis, très important, le monde l'oublie quand t'es sur la scène, il faut que tu montes ton costume. Ça veut dire il faut que tu montes le devant, il faut que tu montes le derrière. Le monde, habituellement, font leur show sans aille, mais t'as pas montré le derrière. C'est comme de une ton première cosplay. date, dans le fond. Ouais, et voilà. La remise des prix se fait souvent le lendemain. Donc, le dimanche. Mais à part Anime Nord, je pense que c'est tout de suite après. Mais c'est parce que les juges vont se consulter, vont Vont délibérer, regarder. T'as des prix par catégorie. Donc, t'as des prix dans le débutant, t'as des prix d'intermédiaire, artisan, master. Un prix débutant, tu tombes intermédiaire tout de suite. Après ça, ça te prend 3 prix intermédiaires pour tomber artisan, 3 prix artisan pour tomber master. Les juges peuvent inventer des catégories aussi. Comme moi, j'ai eu un prix inventé, c'était What the fuck, qu'est-ce que t'as fait? Avec ma pitch. Fait que, ils peuvent inventer une catégorie tant que ça reste dans... Ça, j'imagine, Ouais, ça parce arrive que- quand il semble que quelqu'un mérite d'avoir de quoi, mais que ça rentre dans aucune catégorie. Et voilà. Puis ça, comme on peut pas ne pas... Ou Il que, donne quelque il y a chose, des, oui, mettons, oui. exemple, parce que moi, il m'avait dit... Puis mention honorable aussi, qui Ouais. C'est ça. Mais moi, il m'avait dit, ton cosplay mérite un prix, mais c'est parce qu'il y avait tellement de haut niveau de cosplay qu'ils pouvaient pas me donner un prix en confection puis en sketch parce que les autres, tu sais, comme ils étaient plus élevés, mais je méritais un prix, fait qu'ils ont fait un prix. Ça peut être ça aussi. Et dans chaque catégorie, t'as aussi le Best in Class et le Best in Show. Le Best in Show, c'est le meilleur show.
dans le fond, le meilleur sketch de la catégorie au complet. Et le Best in Class, c'est la meilleure catégorie. Dans le fond, le meilleur de ta catégorie. C'est ça, des deux catégories. Okay. Dans le fond, des deux, et confection et skit. Et t'as, enfin, le prix final, qui est le Best de la mascarade, si tu veux. Que c'est autant la confection, le sketch, dans n'importe quelle des catégories, ça se trouve être celui qui a étonné le plus les juges, qui gagne ce prix-là, qui gagne aussi 2 prix. Puis t'as les mentions honorables que t'es pas encore prête pour avoir un prix, mais tu t'en viens pas pire. Fait que lâche pas. Fait que c'était ça mon sujet aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le monde qui font des cosplays. C'est tellement de l'ouvrage. Je serais jamais capable de faire ça. Écoute, c'est des heures et des heures de criage, de gueulage, de pleurage. De frustration. Tu recommences au début, tu fais de tout et de rien. Ouais, fait que c'était ça mon sujet. Puis toi, Alex? Oui, direct de même. Bah ouais. Mais non, c'est pas vrai, mais on peut c'est ça qu'on disait, Dan, on peut mettre du lube. D'ailleurs, tantôt, on disait Segway, puis je me rappelle plus c'est quel podcast qui avait commencé, tu disais ça. C'est pas dans l'analyse des geeks, je pense. Qui utilisait le terme Segway pour dire que passer fluidement d'un sujet à l'autre. Ça se peut. D'ailleurs, l'analyse des geeks, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté, je m'ennuie, là. C'est un bon podcast, là. Avec Benoît puis Frank the Tank. Malheureusement, Frank the Tank, en plus, il fait même plus de Radio Talbot, il y a vraiment plus de temps. Je pense qu'il fait plus rien pendant tout. Il est mort. Non, il est encore là. Non, je sais, j'ai vu, il est actif sur Facebook encore aussi. Mais je sais pas ce qu'il fait. Parlant de Segway, est-ce que tu te cosplayerais en personnage du film que tu vas nous parler? Ça serait facile en plus de faire ça, je pense. C'est pas mal plus reconnaissable avec ses cheveux qu'autre chose. Non, mais la manière qu'il marche, tout ça, je pense que ça serait important de l'acter, ouais, je pense. Ouais. Il est un petit peu comme malade. En tout cas, je peux peut-être en parler un petit peu tranquillement, puis... Moi, pour t'insulter, j'irais voir, t'es-tu en Opération Beurre de Pinot? Ok. Hey, c'était bon comme film, ça. Opération Beurre de Pinot. Tu connais pas ça? Ben oui, je connais ça, mais je vois pas le lien. Non, je sais, je connais mes comptes pour tous. Non, je sais, mais c'était... Non, il y avait pas de lien, c'était juste vraiment random. C'était... Ok. Non, c'est du beau name dropping. Ouais. Ah non, Opération Beurre de Pinot, j'ai aimé ça ce film-là. C'est mon prochain sujet. Non. Fait que ouais, je voulais vous parler d'Opération. Non, c'est pas vrai. Ça a été malade, hein. On s'avoue, quelqu'un pour tous, ça a été vraiment cool. Mais ça a un peu mal vieilli comme film. Oui, mais c'est ce qui fait son charme. Ouais, ce film que c'est un peu c'est mauvais. Comme tout ça devient série B un peu. Ouais. Mais tout ce que j'ai écouté quand j'étais jeune, je disais tout que c'était meilleur dans le temps. Mais faut pas te réécouter parce que tu vas voir que c'était pas meilleur dans le temps. Je suis la seule qui a pas écouté ça. T'as jamais écouté Opération Beurre de Pinot? Mais non. Aïe, aïe. Je m'en vais chez nous. Bon, prochain épisode, on remplace Émilie par quelqu'un d'autre qui connaît Beurre de Pinot, donc laissez votre CV. Ben moi, moi, je l'ai vu Opération Beurre de Pinot. Bon, on en remplace ça. Non, c'est pas Émilie, bye. Ma soirée. Fait que je vais parler de cosplay à cette heure. Hey boy. Lâche pas, tu vas être capable. Non, Vas-y, Alex. Ouais, fait que c'est ça, moi ce que je voulais vous parler. Je vais vous parler d'un film qui est quand même un film culte, qui est relativement connu, mais pas trop en même temps. C'est un film de David Lynch, c'est Eraserhead. C'est son premier long métrage, c'est son deuxième film, et c'est son premier vrai long métrage qui est fait en 1977. C'est vieux ça. Hey, ouais, c'est en même temps qu'un des Star Wars, je m'en rappelle plus lequel. C'est-tu en Empire Strike Back, je pense? C'est toi le geek. Oh, écoute. Moi, j'étais vraiment pas encore né à cette époque-là. Ben, moi non plus. Nous autres non plus, il y a personne d'ici qui était né, je pense. Ah. Juste, il y a juste quelqu'un qui est pas là. Fait que... Mais non, c'est ça, fait que là, c'est sûr que là, j'ai un spoiler alert à donner. Je vais quand même, ben, oui puis non. Ça va dépendre, parce que moi, je conseille vraiment que si vous êtes intéressé à voir ce film-là puis que vous l'avez jamais vu. L'écouter à frette, comme on dit. L'écouter à frette sans savoir vraiment de quoi ça parle. Parce que c'est un film totalement, pas totalement abstrait, mais c'est parce que j'en ai parlé un peu dans le dernier épisode quand je parlais d'un peu comment analyser l'art. J'ai comme un petit peu dévié là-dessus, puis je me suis dit je pourrais vous en parler un peu pour essayer d'un petit peu décortiquer puis analyser ce film-là. Parce que c'est un film qui est beaucoup axé sur des symboles, des symboliques. Faut que tu l'analyses un petit peu plus loin que juste la surface du film. Fait que, dans le fond, dans les descriptions, je vais écrire au pire, si vous voulez pas écouter la petite chronique que je vais faire là-dessus, je vais écrire dans la description à partir du temps que vous pourrez skipper là pour si vous voulez pas m'entendre puis que vous voulez retourner après ça à Dan, puis je vais mettre un lien aussi sur la vidéo, là, vous aurez juste à cliquer pour skipper cette partie-là pour si vous voulez pas l'entendre puis que vous voulez écouter le film avant, ce qu'en réalité je vous conseille de faire. Donc, c'est ça. Je vais y aller avec... Vous avez été averti, mais tabarnak. Vous avez été averti, puis... Spoil! Là, ça sera pas des spoils au début, là. Je vais y aller un petit peu plus avec des faits un petit peu sur le film, pour commencer. Parce que, de base, c'est un film qui a pas eu un très gros budget.
C'est un budget de 10 000 $. C'est sûr qu'en 77, 10 000, c'est un petit peu plus qu'aujourd'hui, là. Mais quand même, c'est vraiment pas grand-chose. Surtout que le film, il a pris 5 ans à tourner. Quoi? Il a pris 5 ans à tourner, ça a pas l'air de ça. Non. Mais le film que tu m'as fait voir hier, là? Ouais, que j'ai fait regarder des petits bouts, là. Fait que, ouais, ça a pris 5 ans à tourner, puis Jack Nance, qui joue le personnage principal, qui est Henry, il a dû garder sa coupe de cheveux pendant 5 ans. Qui est quand même une coupe de cheveux assez... ouais. Parce qu'il y a comme les cheveux comme tout crêpés, brossés sur le dessus de la tête, là. Il y a l'air d'un genre mais peut-être c'est payé autrement, j'imagine. Ouais, oui, sûrement. Mais tu sais, il a fallu qu'il garde la coupe de cheveux pendant 5 ans pareil, là, tu sais. Puis d'ailleurs, Jack Nance, que c'est un des acteurs aussi que... Je sais pas s'il a déjà joué dans d'autres trucs de David Lynch, parce qu'il y a quand même une couple d'acteurs fétiches qui reviennent dans ses projets. Je sais que je l'ai vu aussi, il est dans Twin Peaks, il joue le personnage de... Un personnage, là, je sais plus son nom. Aussi, un autre truc que je trouve un petit peu étrange, c'est que je me demandais, dans le film, à un moment donné, il y a comme un... Dans le fond, en gros, l'histoire du film, c'est que c'est un homme qui va mettre une femme enceinte par accident, puis qui veut pas cet enfant-là. Mais c'est parce que l'enfant, dans le film, c'est vraiment une créature, là. C'est pas un bébé, là. C'est une créature vraiment bizarre et dégueulasse, là. Il le montre pour, on dirait qu'il en veut pas, puis il le démontre d'une autre façon, là, t'sais. C'est pas vraiment la symbolique que j'en retiens de ça, parce que comme je disais, il y a beaucoup de symbolique dans le film. Le symbolisme. De symbolisme. Ça, c'est un cours de comment bien parler le français. Ouais, dans le fond, moi, c'est juste ça que je vais parler. Il fait juste gosser. Je suis fatiguant, dans le fond, j'interviens toujours dans vos Bon, fait que finalement, on remplace Émilie, elle connaît pas Beurre de Pinot pis tout parce que tu gosses avec le français. Fait que finalement, ça va juste être moi tout seul à l'avenir. Mais ouais, c'est ça, c'est que pour faire ce bébé-là, ils ont utilisé... c'est pas sûr à 100% parce que David Lynch a jamais confirmé, mais il y a beaucoup de rumeurs puis de choses qui se sont passées dans le temps qui confirment qu'il avait utilisé un bébé veau qui a empaillé puis comme tout scrappé un peu pour faire l'espèce de créature. Malade. Au lieu de faire une espèce de marionnette. Parce qu'en plus, pour l'animer, probablement qu'ils ont vidé la tête puis il y avait un marionnettiste qui avait la main dans la tête embaumée, genre. Fait que... C'est malade. Ouais. C'est encore me traumatiser. 2 épisodes de suite vont me traumatiser. Ah, moi, c'est ma job de traumatiser le monde avec les affaires de dégueulasses. Le pire, c'est que ça serait ma job de rêve, je pense. Oh, gars, sors du set. D'être marionnettiste de cadavres. Ouais. Ça va être awesome. On a toutes nos passions, ouais. Malaise. Fait que, non, pas malaise, c'est juste que là, je le juge un petit peu, là. C'est toujours Mais ça. ouais, puis en gros, avant de commencer un petit peu de l'analyse, je veux juste mentionner que ce film-là peut être interprété de quand même plusieurs façons, même si la trame narrative est assez directe, parce que David Lynch, justement, n'a jamais voulu se prononcer sur la signification du film. Fait que c'est juste une analyse du monde, parce qu'il veut justement laisser le monde libre d'analyser puis de voir, puis d'interpréter le film comme ils veulent. Le seul commentaire qu'il a dit, c'est genre dans quand ils ont sorti un DVD en 2000, dans les commentaires, il a juste dit qu'à date, il y a personne qui analysait le film comme faut. Fait que ça veut probablement dire que ce que je vais dire, c'est probablement pas toute la bonne façon de... Mais c'est la plus populaire ou la plus vue, mettons, qu'on... Je pense que oui. Mais je trouve ça bien que tout le monde se fasse sa propre opinion, sa propre vision du film. C'est ça donne un côté un peu plus ouais. personnel. Moi, j'aime ça. Comme, entre autres, récemment, je jouais à Castlevania Lord of Shadow, qui est un très bon jeu. Puis, c'est pas expliqué, mais à la fin du jeu, là, spoiler, mais le jeu a comme à peu près 7-8 ans, ton personnage devient Dracula. Mais c'est pas expliqué. C'est à toi de faire le lien. Le lien qui fait que ça donne un côté vraiment personnel. Oh, c'est cool. Ouais. Puis encore peut-être un dernier fait là, que je peux dire, parce que genre il y en a plusieurs, là, mais je l'ai pas Funny fact, numéro 368. Dans le fond, le film, vu qu'il a pris 5 ans à tourner, il y a des scènes qui ont été tellement comme écartées entre les périodes de tournage que, tu sais, mettons, à un moment donné, tu vois Henry qui rouvre une porte, puis la scène qui traverse la porte, ça a été filmé 18 mois plus tard, tu sais. Au lieu de la filmer juste là, de le voir traverser la porte, ils ont filmé, il rouvre la porte, puis là, tu le vois probablement, ils disent pas c'est quelle scène, là, mais c'est probablement, il est dans le passage, puis là, il rentre dans son appartement, il a ouvert la porte pour rentrer dans son appartement dans le passage, puis la scène a été filmée 18 mois plus tard. J'ai une question pour toi, avec les 5 ans, c'est-tu été voulu que ça prenne 5 ans ou c'est à cause du manque de budget ou de temps, de la production? Non, je pense que c'est une question de temps. J'ai pas vu c'était pourquoi exactement que ça a pris 5 ans. C'était juste vraiment juste mentionner que c'était une période de 5 ans de production. Parce qu'il y a un film qui est sorti, je pense, il y a 2 ans, ça a pris genre 12 ans à tourner parce que le même acteur, comme qui était jeune puis quand il est vieux, là, ils ont pris le même gars. Fait que le film a été vraiment long tourné pour ça.
OK. Ça, c'est cool quand même. Mais continue, mon Alex. Ah oui, puis aussi, dernière chose aussi, le film, quand à sa sortie, il avait été voté comme le 25e film le plus dangereux. Mais c'est parce que, tu sais, dans le temps aussi, le monde avait comme vraiment des peurs un peu par rapport à ça, des fois, le cinéma, là, comme l'histoire des histoires avec exorcisme, puis le monde faisait pas toujours le lien entre le film puis la réalité, là. À un certain point, on accusait les livres de rendre le monde violent. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Mais tu sais, ou Yang, pour donner un exemple, moi, je me rappelle, dans le temps qu'il y avait eu Aurore, l'enfant martyr. Je m'en allais dire ça. Ma grand-mère avait été à une des premières, je pense que c'était à Chicoutimi dans le temps. Puis la femme, quand elle est montée sur scène, elle se faisait pitcher des affaires sur la scène parce qu'ils le monde font pas le lien entre le film puis le personnage. Cette madame-là, qui faisait la belle-mère, habitait à Saint-Anicette. Ah ouais? Ma mère était comme un peu, genre... même d'aujourd'hui, le dernier Aurore qui a sorti... Hélène Bourgeois-Leclerc? Oui, elle a dit qu'elle s'est fait lancer des pierres. Ouais, mais c'est moins pire aujourd'hui. Par des vieilles folles, mettons. Ouais, sûrement, mais elle l'a fait pareil. Fait que même encore aujourd'hui, c'est d'actualité, cette affaire-là, là. Ouais. Le monde. Mais pas mal moins. Mais celle-là encore. Mais j'avoue que quand j'avais 7 ans, je voulais aller fouiller les égouts, trouver une Ninja Turtle, ma mère m'a trouvé vraiment calme. Moi, je rêvais à ça. Genre, je faisais des rêves répétitifs que je descendais dans les égouts. Puis que là, j'étais dans les égouts, puis là, à un moment donné, je trouvais un mur, puis là, ça ouvrait, genre, puis je suis pas tout seul, ça a l'air. Mais tu sais, pour vrai, même à ça, tu sais, j'ai déjà demandé à ma mère à un moment donné, ouais, tu sais, les bonhommes, quand ils se cognent, ils ont, tu sais, leurs pieds gonflent, moi, pourquoi ça fait pas ça? Tu sais, des questions d'enfants de 3-4 ans. Non, je disais pas qu'ils se ferait, par exemple. Je suis pas attardé à ce point-là. Ça m'aurait pas étonné, par exemple. Donc, passe ton analyse, Alex. Ouais. Bon, fait que, pour y aller, je vais y aller un petit peu plus avec, analyser comme, rien que l'intro fait comme ça, au moins, ça va juste un peu mettre en scène, c'est quoi le film, parce que le film, dans le fond, ça va commencer que tu vois justement Henry, avec une planète en arrière de lui qui est comme en filigrane, que tu vois un peu les deux en même temps superposés, pour probablement démontrer que la planète, ça va représenter sa conscience, son cerveau, sa tête, sa pensée. Là, après ça, là, tu vois ça, puis il y a toujours un bruit de fond un peu pesant, un genre de bruit de machine, de vapeur, tout le temps présent. Fait que là, tu vois ça. Puis ça zoome sur la planète. Puis là, sur la planète, tu vois un monsieur, genre un bonhomme un peu magané, en arrière de des leviers, dans une maison qui est comme toute trouée puis maganée, là, qui est pas... c'est pas une belle maison. Puis là, lui, il est là-dedans. Puis là, tu le vois, à un moment donné, il tire un levier. Mais en tirant le levier, après ça, tu revois Henry qui rouvre la bouche comme s'il criait un peu en silence. Puis là, il y a une espèce de monstre, là, mais c'est un genre de spermatozoïde qui sort de sa bouche. Fait que dans le fond, moi, ce que j'interprète de ça, c'est probablement que le gars qui tire le levier, ça représente justement son contrôle, son cerveau, sa conscience. Puis en plus, juste en tirant le levier, le bonhomme, il y a des espaces. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est comme, il est en train de devenir, dans le fond. Là, mais je pense que c'est de son côté, vu que c'est par accident, c'est un peu son côté sombre de lui aussi, qui peut avoir pris le dessus à ce moment-là. Ben, non, moi, j'ai vraiment plus que là, ce moment-là, cette scène-là, elle représente vraiment l'acte en tant que tel. Pendant qu'il est en train de mettre la fille, là, enceinte, dans le fond. Mais on le voit pas, on voit juste pas, c'est vraiment juste en symbolique qu'on le voit. Okay. Parce qu'après ça, c'est ça, tu vois l'espèce de bonhomme aux manivelles, il y a des espaces pis tout, puis là, il tire le levier, puis là, tu vois le spermatozoïde sortir de la bouche d'Henry. Puis ouais, c'est vraiment bizarre comme film, ok? Tu sais, moi, j'ai pas vu le film, puis je suis comme... Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, c'est un genre de bébite fantomatique, ok? Ouais, c'est ça, c'est une espèce de spectre, c'est pas un... Ouais. Puis après ça, tu vois le spermatozoïde tomber dans une flaque d'eau. Qui est l'utérus. Qui va représenter probablement un ovaire, un utérus, que le spermatozoïde s'est rendu là. Puis après ça, ben là, ça va finir avec un trou de lumière, puis la caméra sort par là. Fait que ça représente un peu probablement l'accouchement, la naissance. Mais tu sais, ça, c'est un petit peu, je pense, la façon littérale de l'analyser. Il y a probablement d'autres façons de voir ça. Mais dans le fond, après ça, tu vois, ça va tomber à une autre scène où ce que là, tu vas voir justement le personnage principal, il va être dans un environnement vraiment très industriel, un peu abandonné, c'est sale, chaotique, il y a des montagnes de terre un petit peu partout sur le terrain et tout ça. Puis là, tu le vois comme accidentellement marcher dans une flaque d'eau. Que moi, je pense que cette flaque d'eau-là représente vraiment encore une fois l'utérus puis l'ovaire, que là, il marche dedans par accident, comme de quoi, pour vraiment démontrer que cet enfant-là, c'était pas voulu. Puis, tu sais, il continue ensuite à marcher. Puis,
Là, tu vois arriver à son appartement. Tu vois qu'il y avait des fenêtres, mais toutes les fenêtres sont toutes condamnées. C'est tout rendu briqué comme pour probablement renfermer tout ce qui se passe dans son appartement. Je pense que ça a rapport avec justement encore là, lui, ce qui se passe à l'intérieur de lui un peu. Là, Okay. Parce qu'il y a du monde qui analyse ça comme de quoi que c'est probablement juste le film. C'est juste comme un rêve, un cauchemar que lui il fait après avoir mis la fille enceinte. Mais je pense pas que c'est nécessairement ça. Cette partie-là, je suis pas trop sûr exactement là, si c'est un rêve, si c'est vraiment la réalité, puis que c'est juste une réalité fuckée, là, ça se peut aussi. Mais le building fermé, ça pourrait peut-être aussi dire qu'il veut renfermer toutes ses craintes, ses peurs à l'intérieur d'un... Ben moi c'est ça, moi je vois plus ça comme de quoi que c'est sa carapace, que tu sais c'est un gars renfermé qui est pas capable de trop dire sa pensée, puis qui se sent prisonnier de cette situation-là, puis qui est pas capable de s'ouvrir un peu par rapport à ça. Parce que David Lynch, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans plusieurs de ses ouvrages, de ses réalisations, c'est tout le temps rempli de double sens. Puis le problème aussi, c'est un peu qu'il y en a tellement des fois qu'il y a même des choses qui en sont peut-être même pas, que tu peux interpréter que c'en est un, sans que c'en soit un, parce que, tu sais, comme l'histoire que, justement, je dis que le building, les fenêtres sont toutes barricadées, peut-être que c'est juste parce que ça donne que c'est là qu'ils ont tourné, parce que ça avait Qui était barricadé à ce moment-là. C'est ça, fait que, tu sais, peut-être que ça n'a même pas rapport. Puis, dans le fond, après ça, quand tu rentres dans le bloc appartement, la chose que j'ai remarqué un peu, c'est que le plancher du hall d'entrée, il y a le même motif que si vous avez écouté Twin Peaks aussi, qui est réalisé également par David Lynch. Il y a les White puis Black Lodge. Le plancher, c'est comme un motif zigzagué, noir et blanc. Puis que je pense que ça représente un petit peu le lien puis la dualité en même temps du bien, le mal, puis mais tu sais, je pense pas nécessairement que C'est ça que ça voulait dire. Ouais, c'est ça. C'est peut-être autre chose. Parce qu'il Mais d'après moi, c'est pas un hasard. Non, D'après moi, il a probablement juste mis ça là. Il y avait peut-être pas de sens là-dedans. Puis qu'il a réutilisé le même motif là, ou c'est peut-être... Il voulait sauver de l'argent. Ah, j'ai un vieux tapis qui traîne dans le Ouais, c'est ça, on peut le réutiliser dans Twin Peaks. Des fois, c'est fun aussi d'avoir des petits... Des petits liens, des petits liens entre les des films. genres de Easter eggs, là. Ouais. En plus, t'avais fait des beaux dessins sur ta feuille. Oui, j'ai fait un beau petit dessin. Les zigzags, on les voit. Des zigzags, c'est un beau zigzag tout croche, même pas beau, c'est là. Je pensais que c'était des éclairs. Ah non, Des c'est éclairs. C'est la cicatrice d'Harry Potter. Non, puis là, après ça, ben, tu le vois checker le courrier, que là, sa boîte à mal, ça peut même aller jusqu'à représenter son désir sexuel. What the fuck? Ouais. Explique-nous un peu, là. J'étais un peu curieux. Ben, parce que là, il arrive, puis il check, il y a rien, c'est vide, puis il est comme juste même pas dessus, il est pas surpris qu'il y a rien, il y a juste rien, il passe par-dessus, comme là. Présentement, il y a juste plus de désir, parce que avec ce qui s'est passé tout ça, puis plus loin dans le film, tu le vois, il check, puis il y a un petit paquet, un petit colis dedans, mais c'est vraiment mini, là, à peu près 1 centimètre carré cubique, là, un petit cube de centimètre. Puis que quand tu le rouvres après ça, c'est comme un espèce de petit cadeau, puis il y a une graine dedans. Une graine, ben c'est pas vraiment une graine, mais le monde l'interprète comme étant une graine. Ben pas une graine, là. Tu parles pas d'un pénis, dans le fond, Je parle pas d'un pénis ou d'un phallus, je parle d'une graine végétale. Mais faite en plasticine. Malade. Parce que plus tard dans la série, tu vois ce graine-là s'animer dans sa tête, sur la planète, qui représente sa tête, qui représente un peu comme le parce que bref, là tu me fais sauter un petit peu de, mais c'est pas grave parce que je veux pas passer non plus une demi-heure à vous analyser ce film-là, fait que je vais essayer d'un petit peu accélérer, passer du coq à l'âne. Ouais. Parce que dans le fond, cette graine-là que plus tard dans le film va avoir, il va, j'allais faire des jeux de mots douteux là, genre il va la sortir, mais en tout cas tout ça. Mais dans le fond, quand il arrive dans l'appartement, il montre pas à sa femme que une graine. Sacrément, je m'en sortirais pas. J'ai envoyé tellement emmené cette blague-là. On a un peu scrappé ta chronique, je pense. C'est correct que je m'en calisse. C'est important de rire. Fait que dans le fond, là, c'est ça, il sort la graine de la boîte. Il sort la chose de la boîte. Ouais, c'est bon. Il s'en va tout seul, puis là, il rentre dans l'appartement, puis à ce moment-là, la femme, sa blonde, elle qui a mis enceinte, en tout cas... Par accident. Par accident. Elle déménageait avec lui, là, parce que là, on a skippé beaucoup, là, je vais revenir un petit peu plus tôt dans le film. Puis, il veut pas y montrer qu'est-ce qu'il y a eu dans Boîte à mal, parce que c'est comme secret, c'est des choses à lui. Puis là, quand sa femme dort, il met la graine dans une armoire qui ferme. C'est une petite armoire est vide en plus déjà, on dirait qu'elle attendait juste une graine. Puis... Tabarnak. Je vais reprendre cette bout-là. On va voir d'un fourré pendant tout le reste de la chronique. Fait que dans le fond, lui, il la met là-dedans. Ah, je peux excusez. Ah, les doubles sens.
Mais c'en est pas un, en fait, en même temps, mais en tout cas. Fait que là, un moment donné, encore plus tard dans le film, ça revient à ça, que là, il rouvre l'armoire, puis là, il voit la graine s'animer. Hey, on est plus capable de mot graine sans règle, là. On est vraiment immature. Puis là, ça devient comme un genre de stop motion en plasticine, que là, tu vois, ça revient qu'elle s'anime, dans le fond, c'est ce bout-là? Hein? C'est le bout qu'elle s'anime, dans le fond? Ouais, c'est ça, elle se réveille, là, elle s'anime, puis... Dans le fond, là, ça revient un peu, on voit la planète qu'on voyait au début, qui représente sa conscience, pis ça, fait que là, tu vois la graine, c'est pour... Oh my god! Ça va avoir de la job de montage, là. Fuck off, on laisse ça, là. Fait que là, c'est ça, tu vois la plasticine, je veux dire la plasticine, la petite mode de plasticine. Qui représente une graine végétale. Une graine végétale, ou juste une pensée, c'est juste un... En tout cas, fait que là, tu la vois s'animer sur la planète, qui représente sa tête, comme pour montrer que l'idée, elle rentre dans sa tête. Capable de continuer. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, la graine? Oh, le rire Amélie, on l'a eu enfin. En plus, c'est tellement un film vraiment sérieux. Ouais. On rit depuis tantôt, pis c'est aucunement drôle. On vient de perdre Émilie pour un 15 minutes, je pense. Le pire, c'est que je voulais que son rire arrive pendant un podcast, pis ça arrivait jamais. Pourtant, on avait fait des affaires quand même assez comiques. Dans le fond, on besoin d'un compresseur pour le ouais, c'est ça. Comme Benoît. Ça a pas d'allure. Fait que là, dans le fond, on se voit comme la chose, comme, j'allais dire pénétrer, mais tu vois la chose comme rentrer, sortir un petit peu de la planète comme un ver de terre, puis après ça, elle devient de plus en plus grosse. Tabarnak! C'est pour montrer que l'idée sexuelle, le désir sexuel est en train d'augmenter et de revenir. C'est pas pour dire que la graine est en train de demander. Si, là, comment? Je riais pas. Moi, je suis pas sérieux. Fait que dans le fond, c'est pour montrer que son désir sexuel est en train de revenir, puis là, il y a avec la voisine en avant de son appartement, que tu vois qu'il y a une tension, puis dans le fond... Qu'on remarque au début. Ouais, qu'on remarque au début, à un moment donné. Fait que dans le fond, c'est pour un peu représenter ça. Ça a été laborieux à en venir à ce point-là, mais... On s'excuse. C'était un beau résumé de graines. En tout cas, je veux voir le film juste pour la graine. Tu vas être déçu, parce que c'est vraiment juste une petite mode de plasticine. Fait que c'est ça, c'est une des symboliques là, mais on s'entend en plus, ça fait un petit peu là, la graine puis c'est besoin. Ben oui, dans le fond, ouais, c'est ça, c'était plus ça qui faisait rire que d'autres choses. Là. On dirait que t'avais de la misère à trouver des bons mots, puis t'avais juste des mots qui tournaient dessus au sexe. On parlait de double sens. Mais ça fait un très beau moment de podcast. J'en ai pleuré. C'est rare que je pleure en riant. Fait que oui, en gros là, c'est ça. Fait que là après ça qu'il a ramassé son courrier, non même pas, c'était vide au début. Ouais, c'est ça. Fait que là, il rentre dans l'ascenseur, puis tu vois que quand il rentre dans l'ascenseur, il pèse sur le bouton pour monter, mais ça prend quasiment 30 secondes juste de silence, puis il est comme malaise, puis les portes ferment, puis il monte. Fait que moi, j'ai l'impression que ça encore là, ça représente un peu, puis encore là, c'est peut-être de la suranalyse, mais tu sais, le fait qu'il n'y a pas le contrôle sur la situation, parce que, tu sais, c'est pas normal, là, que l'ascenseur prenne autant de temps, que ça représente un petit peu le fait, c'est ça, qu'il n'y a pas le contrôle. Puis encore là, c'est sûr que tu sais, j'ai l'impression un peu de parler pour rien dire nécessairement parce que vu que c'est comme un peu perturbant là, le fait d'avoir le statement de David Lynch qui dit que personne n'a réussi à l'analyser comme faut. Je le sais que ce que je dis. Moi, tu nous as fait rire un peu, fait que. Ben oui. Ça sent pas. Une graine, ça fait toujours rire. Fait que là, en gros, c'est ça. Il monte dans l'ascenseur. Puis là, on rentre dans sa chambre. Puis sa chambre, c'est vraiment quand même un endroit où il y a beaucoup de symboles. Parce que un qui est plus important. Puis là, je vais essayer d'aller plus vite un petit peu vers ce côté-là. C'est quand tu rentres dans sa chambre, là, tu vois, il y a comme une photo avec un champignon atomique. Ouais. Puis juste en dessous, il y a une motte de terre sur sa table de chevet avec un arbre mort. Que moi, ce que je pense, c'est l'arbre mort, parce que l'arbre, souvent, c'est un symbole de vie. Ouais. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est juste que là, présentement, tu sais, sa vie... il a l'impression d'avoir perdu sa vie là, à cause que là il y a un enfant à gérer puis il voulait pas ça, il est mort, ouais c'est ça, puis il a pas le choix de gérer cette situation là, puis avec le champignon atomique il représente que vraiment sa vie est détruite par rapport à ça, ou que en même temps il a détruit la vie des autres, parce que tu sais un champignon atomique ça tue pas juste une personne, ça tue un environnement complet, tu sais. Fait que moi j'ai l'impression que ça représente le fait qu'il se sent coupable d'avoir comme scrappé sa vie, la vie de la fille, des parents, puis un petit peu tout l'environnement de parce ça. qu'en même temps, lui, il empoisonne dans le fond l'environnement des autres ou la vie des autres parce que par accident, il veut pas cet enfant-là en plus. Puis
pour aller un petit peu plus vite, sans vraiment tout embarquer dans les gros détails, parce qu'il y en a vraiment beaucoup là que je pourrais... On pourrait faire un spécial. Éventuellement, moi, c'est un projet que j'aimerais faire, là, probablement une vidéo d'analyse de ce film-là, vraiment plus en détail. Plus sérieusement. Faut que tu fasses l'opération beurre de pinot avant. Le matou. Ça n'a pas rapport, mais jamais... Continue, oui, c'est ça. Fait que là, pour garder sur ma lancée du champignon atomique, à un moment donné, si vous allez voir, il y a quand même une figure assez mythique un peu de ce film-là. C'est la fille du radiateur, du calorifère. Ouais. Parce que à un moment donné, pendant que le bébé est en train de pleurer sur la table de chevet, qu'on se rappelle que c'est un veau avec une main dedans empaillée, dégueulasse. C'est l'homme paumé. Lui, dans le fond, il est sur le lit, puis là, il voit à un moment donné, il y a comme une lumière qui allume dans le calorifère. Puis moi, je pense que ça, le calorifère en tant que tel, il représente un peu ses désirs, un échappatoire, ses rêves, son subconscient. Parce que dans le fond, là, lui, il voit la lumière flasher dans le calorifère. Tu vois une scène où ce que là, tu vois une scène dans le sens littéralement une scène là, une salle de spectacle si on veut, là, avec une scène avec un plancher carotté noir et blanc. Là, tu vois les lumières s'allumer, des lumières en avant de la scène s'allumer une à une. Puis là, tu vois la fille, justement, la fille du calorifère, qui a pas de nom, qui apparaît. Puis elle a vraiment un look assez étrange, là. Dans le fond, elle a les joues comme toutes boursouflées, gonflées, comme vraiment motonneuses, là. Puis avec des cheveux un peu style années 50, là, mais vraiment exagérés. J'essaie de le mimer, mais j'essaie de pas le mimer en même temps parce que je sais que vous le voyez pas, là. En gros, sa tête, je trouve que, personnellement, elle a une forme un peu, encore une fois, de champignon atomique. Ouais, c'est vrai. Comme une explosion. Fait que, moi, je pense qu'elle représente son désir aussi de destruction pour en finir. Parce que... Faire comme, gars, débarrasse-toi de ça, puis va-t'en. Ouais, parce que, en même temps, à un moment donné, t'as 2-3 scènes avec elle. À un moment donné, elle chante. Puis quand elle chante, elle dit... Heaven, everything is fine in heaven. Puis elle répète ça 2-3 fois, tu sais, paradis, tout est bien au paradis, y a rien au paradis, c'est tout va être correct. Puis c'est la seule personne que tu vois sourire puis être vraiment heureuse et naïve dans le film. Tu vois jamais personne sourire dans ce film-là, à part elle. Non, c'est pas vrai, on voit le beau-père à un moment donné, mais lui, il sourit psycho, c'est pas pareil, ça compte pas. Lui, il est pas heureux, il est juste vraiment freak. Ouais, il est juste vraiment bizarre. Mais, fait qu'en gros, là, tu la vois, elle se tasse sur la scène tranquillement. Puis à un moment donné, tu vois les mêmes spermatozoïdes, les monstres, un genre de monstres spermatozoïdes, tomber sur la scène un peu comme de la pluie. Puis après ça, elle les écrase comme toute joyeuse, comme avec le sourire d'en face, puis elle continue comme s'il à fallait danser. qu'elle tue son bébé, genre? Fait que, genre... Non, comme c'est ça qu'il se masturbe à la place de... Pour dire que dans le paradis, t'en auras pas d'enfants, tu auras plus ces problèmes-là. J'aurais pas le choix de dire la fin pour l'analyse, parce que... Non, dis la fin, on l'a déjà dit qu'on spoilait d'avance. Ouais, c'est ça, je l'ai déjà dit. On a dit aux gens d'arrêter le podcast, là, puis d'écouter le film avant. Parce que dans le fond, elle, c'est ça, ta voix écraser le sperme, ta voix dire le paradis, tout est bien au paradis, puis tout ça. Puis pour couper ce cours, là, parce que comme je disais, je pourrais en parler encore longtemps, en gros, ça finit que la fille, elle s'en va, la mère. Elle s'en va de la chambre, elle laisse le gars parce qu'elle est plus capable. Puis lui, il finit par tuer le bébé. Puis probablement se suicider. Ça aussi, il y a une couple de théories, c'est suicider ou pas, mais parce que le film, il finit que tu le vois, il retrouve la fille du calorifère, là, avec la tête que je dis en forme de champignon atomique. Elle y sourit, puis elle le prend dans ses bras, puis tout le monde est heureux. Fait que dans le fond, je pense qu'elle représentait vraiment juste son désir de finir à dire mets fin à tout ça, puis détruis tout, puis c'est la seule fin que tu peux avoir qui est heureuse. Ok. C'est un peu macabre, là, mais... Non, c'est joyeux. Donc écoutez ce film-là, puis reparlez-nous-en. Oh, moi, je vous transporte dans un univers un peu plus joyeux, à moins qu'Alex n'ait pas terminé. Non, je veux encore vous dire press un peu plus. Okay, fait cool, que, continue. non, c'est pas vrai, non, j'ai fini, on peut y aller. Mais quoi que, écoutez Opération Beurre de Pinot juste après, puis ça va vous remonter le moral un peu. Fatiguant, ça, arrête avec ce film-là. C'est très bon. En plus, Amy, elle l'a pas vu, là. Fait qu'il faut y mettre de la pression pour qu'elle l'écoute. Mais il y a bien des films cultes, je pense que... J'ai vu rien, moi. La Garde des Tucs? Je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Mais j'avais pas vu, peut-être dans le passé, là. Elle avait pas vu Back to the Future. Back to the Future! Bon. Quoi? Donc, voilà. Elle a pas vu Labyrinthe. Moi, j'ai comme une elle avait pas maladie. vu Star Wars. Labyrinthe! J'ai vu Labyrinthe. Non. C'est quoi Labyrinthe, déjà? C'est pas Labyrinthe de Pan. Ok, avec ben non, David c'est Bowie. Donc, elle a pas vu Labyrinthe.
J'ai pas vu le labyrinthe. Jennifer Connery? Non. Elle a pas vu David Bowie se frotter un bébé sur le paquet, dans le fond. T'as pas vu le paquet de David Bowie là-dedans? Non, je sais même pas c'est qui David Bowie, là. Tu sais pas c'est qui David Bowie? Je sais juste qu'il y avait du maquillage fucké pis qui était bizarre. Bon. Le roi gobelin. Là, il y a plein de monde qui sont ados, qui sont Vous comme voyez pas, fuck à go. vous voyez pas la réaction du monde, là, dans l'appartement. Ouais, dans la foule. Il va y avoir du monde qui vont sortir dans leur pancarte. J'ai un autre de film, ok? On te respecte. Puis des musiques aussi, là, parce que David Bowie, Ah, mais c'est comme moi, je suis noob en anime aussi, je connais absolument fuck all. Ouais, mais en comics, la différence, c'est que David Bowie, tu sais, c'est une icône de la culture populaire, tandis que, tu sais, c'est peu plus niche, là, les animés japonais, là. Ouais. Je m'en fous, je connais pas. C'est correct. On passera pas une heure là-dessus. Ah ouais? Bon, moi, dans le fond, je voulais apporter les nouvelles du Comic-Con de San Diego de 2016, dans le fond, dans fin de semaine, en ce moment. Il y a peut-être même des nouvelles qui se passent là, puis je passe à côté, mais ça, c'est mon problème. Ils ont lancé plusieurs trailers, plusieurs annonces de comic book, entre autres, de films, de séries qui reviennent, des nouvelles, puis des anciennes qui reviennent à l'automne. Je vais y aller avec les trailers. De fond, ils ont fait un trailer de Luke Cage, ils ont fait un teaser d'Iron Fist, un teaser de The Defender. Le Defender, par exemple, il se passe pas grand-chose dans le teaser, à part de la musique, là. Mais le trailer de Luke Cage est un peu plus long que celui qu'on nous avait proposé à la fin de Daredevil. Je pense que tu l'avais écouté, Daredevil saison 2, Alex? Ouais, non, je l'ai pas fini. J'étais rendu j'avais arrêté quand il rencontre sacrément, j'ai un glas sur le toit, sacrément. Un Punisher? Ouais, c'est ça, le Punisher. C'est vrai qu'il J'étais est rendu là, faut juste que je le recommence, là. OK. Ben, dans le fond, tu sais, à la fin de... Je pense que c'est à la fin de Jessica Jones ou de Daredevil, c'est Daredevil, okay. Qu'on voit un petit teaser de Luke Cage à la fin, là. Puis là, en fond, ils ont fait un teaser, ben pas un teaser, mais un trailer vraiment plus long, puis ça a l'air à barder pas mal à Harlem. Puis ouais, ils ont revenu, Daredevil saison 3 a été confirmé aussi. Ah ouais? Nice. Cool. Yes. Ouais. Ben, j'ai écouté la première saison, mais c'est excellent. Ils spéculaient que ça revenait, on savait que ça revenait, puis on a la confirmation que Mais ça normalement, de base, toutes ces séries-là, je pense qu'ils voulaient juste faire une saison. Ouais, puis faire les... Puis finalement, ils ont vu que ça a pogné, fait qu'ils ont étiré un peu. Mais je pense que Daredevil, c'est le seul qu'ils vont en avoir 3. Jessica Jones va avoir une deuxième. OK. Puis les deux autres, d'après moi, ils n'auront pas deux. Pour l'instant. C'est des personnages un peu moins populaires. Jessica Jones, c'est juste à cause de David Tennant que ça a pogné. D'après moi, deuxième saison, opinion personnelle va être moins bonne. Mais opinion personnelle. C'est mon bébé. Ensuite, du côté de CW, on a le Flash qui revient pour une troisième saison dans l'univers de Flashpoint inspiré des comics. Mais dans le fond, c'est pas le même que les comics, c'est pas le même Flashpoint. Mais il y a beaucoup les vilains qui reviennent comme Reverse Flash, l'original va être de retour encore une fois. Puis plusieurs autres personnages. Wally West est maintenant un speedster dans cet univers-là. Le main villain, c'est un autre speedster encore une fois. On sait pas encore c'est qui. Est-ce que le Batman de Flashpoint va être là? Parce qu'il était vraiment intéressant, le Batman dans Flashpoint. Ouais, le Thomas Wayne, non, ben, en tout cas, pour le moment, il a pas été casté puis ils ont pas parlé, donc je peux pas vraiment te répondre, là. Mais je sais que Tom Felton, qui fait Drago Malfoy d'Harry Potter, a été casté pour faire un collègue de travail à Barry Allen. Donc, j'en sais pas plus là-dessus. Ensuite, il y a Arrow saison 5, qui promet de revenir un peu à leurs racines des deux premières saisons, qui étaient vraiment bonnes. J'espère, tellement déçu que j'ai arrêté d'écouter. Que la 4 et la 5, c'était un peu un Dawson avec un arc. Non, mais... J'ai vraiment pas aimé ça. Saison 5, ils vont comme entraîner un nouveau team. OK. Toi, tu me regardes bizarre. Excuse-moi, Alex. Hey, je me suis excusé. Je suis juste encore dans l'île, je repasse encore. Je sais. Il passait à sa graine. C'est ça, il passait à sa graine. Dans le fond, ça, ben, Arrow revient pour une saison 5, comme il avait annoncé. Genre, le premier trailer ont l'air ordinaire pour le moment, là, mais il entraîne une nouvelle équipe de jeunes héros, pour prendre la succession un peu de qu'est-ce qu'il fait vu qu'il devient maire de Star City. Ensuite, on a Legion of Tomorrow, que je pense que personne n'a écouté ici à part moi. J'ai écouté les 2 premiers épisodes, mais je peux pas dire que j'ai embarqué. OK. Dans le fond, dans la deuxième saison, ils reviennent. Ils vont avoir la Justice Society of America, composée, entre autres, de Dr. Midnight, Hourman, Stargirl, Citizen Steel, puis quelques autres que je me rappelle plus. Mais je sais même pas si ils sont tous confirmés les personnages. Je sais que les personnages sont même pas encore castés ou pas confirmés. Comme l'acteur est pas confirmé pour le rôle, là. Puis ils vont se battre contre la Legion of Doom. Faut être composé dans le fond du Reverse Flash, de Damien Dark, de Captain Cold, puis de Malcolm Merlyn, mais dans le fond tous les méchants des autres vont être les méchants de Legion of Tomorrow en même temps. Ça risque d'être quand même ça risque d'être vraiment cool. À écouter. Écoutez, ben oui. Et puis encore pour le CW, ils font une série animée Vixen. Le personnage de Vixen on voit dans la saison 4 de Arrow. OK. C'est la fille elle utilise des pouvoirs d'esprit d'animaux, là. Je sais pas si tu t'en rappelles, Émilie, là, qu'on l'avait écouté ensemble. Oh, ouais, sûrement. Ouais, ils ont fait une mini-série animée de elle, puis Okay. ils font une saison 2, et Flash, Firestorm vont apparaître dans sa série animée. Mais le personnage de Vixen va aussi être dans Legion of Tomorrow.
Il n'y a pas que la même actrice qu'il avait pris avant. OK. Parce que elle est occupée. Puis ils ont décidé de prendre sans sa fille ou une version d'elle dans le futur qui est pas la même. Vu que c'est pas la même actrice, mais ils expliquent pourquoi. Ils peuvent se le permettre dans cette série-là, donc c'est cool. Je pense qu'ils ont aussi annoncé justement que Green Arrow va être dans la première, je me trompe pas, de la saison de Legends of Tomorrow. Je pourrais pas te confirmer, j'ai pas remarqué. Mais souvent, ils vont faire des crossovers de toute façon. Mais ils vont en faire, là. Il y en a une couple de confirmés, mais comme, tu sais, il y a aussi Spurgle qui est rendu sur CW depuis cet été, donc ouais. Oui, il y avait un crossover avec Flash qui était quand même pas super. Ouais, mais c'est un peu cheesy, là, comme crossover, parce que, vu que c'était pas la même chaîne, c'était comme plus ou moins expliqué dans sa propre série à lui, il en fait jamais mention, tu sais, il pouvait pas non plus. Mais en ce moment, ils ont les droits pour faire des allusions à l'autre univers, là. Avant, ils l'avaient pas. Après ça, je vais y aller avec les films un peu plus, là, parce que les séries, j'ai un peu passé par-dessus. Ben, en fond, je voulais dire aussi qu'il avait annoncé Ghost Rider. Pas la version de Johnny Blaze. Avec Nicolas Cage. Ouais, mais... Monsieur des abeilles. Ouais, Monsieur des abeilles. Mais non, mais je veux dire, ils prennent pas la version Johnny Blaze du personnage, ils prennent la version Robbie Reyes. Dans le fond, le nouveau Ghost Rider dans les comics en ce moment, ils prennent ce personnage-là pour Agent of S.H.I.E.L.D. C'est une bonne idée parce que, justement, il y a déjà eu des films de Ghost Riders, les gens n'auront pas l'impression de revoir encore le même personnage qui fait la même affaire. Mais on est un peu déjà habitué que le reste des super-héros, on voit toujours le même personnage, on voit toujours The Beginning, tu sais, juste on pense à Gotham, justement, qui va revenir pour une saison 3, qui vont utiliser la Court of All, ou la Cour des hiboux, en ce moment comme concept de vilain de la saison 3. Puis moi, la saison 2 m'avait vraiment déçu. Puis au Comic-Con, justement, il y a quelqu'un qui avait, de Montréal, cette année, il y a quelqu'un qui disait que la deuxième saison, c'était la meilleure qu'il avait jamais vue. Puis j'étais comme, moi, je l'ai vraiment pas aimé, en plus, là. Je crois que la meilleure était vraiment... Le personnage était plus riche aussi, là. Il y a juste le pingouin qui fait le show tant qu'à moi, là. Ah, l'acteur est excellent. Vraiment excellent. Sinon, Fox a commandé une série de 10 épisodes. Finalement, ça va être 8 pour le moment. Ils vont voir si les gens aiment ça. Ils vont peut-être ajouter des épisodes par la suite de Légion. Personnage le fils de Charles Xavier. Mais je sais pas si dans la série, ils vont faire mention de ça. Parce que ça se passe dans un univers complètement à part des films. Donc, il y aura pas de lien. C'est déjà confirmé. Ensuite, on va se diriger vers le preview de Justice League. Au moins, il y a quelqu'un qui l'a regardé. Oui, moi! Moi aussi, je l'ai regardé. Bon, est-ce que vous l'avez aimé, vous? Oui! Ben, j'ai aimé ça parce que j'aime voir, c'est Barry Allen qu'on voit. Oui. Puis le bout avec la Batarang, je l'ai vraiment aimé parce que là, il réalise que c'est Batman qui a dans sa face. Ben, la scène, j'ai pas tant trippé dessus, c'est sûr. Moi, j'ai juste trouvé ça drôle que tu réalises que le gars devant toi, c'est Batman parce qu'il te lance une affaire en pleine face. C'est pas mal ça, là. Puis Batman, il est comme, oh, t'es vraiment vite, tu sais, genre, dans le sens qu'ils viennent de réaliser que, à quel point qu'il était, ouais. Ça, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai aimé qu'on voit, parce que Cyborg, on l'a pas encore vu. C'est Cyborg. Ouais, Cyborg, oui. Je suis pas super. On l'a pas encore vu dans tous les films, presque. Non, pas presque, on l'a jamais vu. Bon. Ben, on le voit un peu dans... Pis là, qu'on le voit, puis je le trouvais écœurant. Son saut, il était écœurant. Il est pas génial? Non, il était écœurant. OK. Pour vrai, il est vraiment beau. Puis de le voir, tu sais, on a vu, tu sais, on a réussi. Ah, puis Jason Momoa, oh my god. Enfin, un Aquaman qui a l'air badass. Oh my god. Moi, je suis un fervent défendeur d'Aquaman. Moi aussi. Un super bon super-héros. D'ailleurs, la run New 52, là, ils ont changé les auteurs, mais les premiers trades, c'était vraiment très, très bon. Puis, tu sais, Aquaman, il a la réputation de, il fait juste parler aux poissons, il est poche. Ouais. Là, il a de l'air badass dans le trailer. La scène qui boit du Jack Daniel pis qui pisse la bouteille, tu te fais comme, ok, il est cool. Il est chaud en tabarnak. Ben, si je me trompe pas, c'est normal qu'il est chaud vu une calamité de Jack Daniel. Ben, je me trompe pas, c'est l'acteur qui jouait Khal Draco dans Game of Thrones. Ben oui. Il joue aussi dans Stargate à l'époque. Ok. Mais oui, moi, en tout cas, j'ai bien aimé ça parce qu'on voit d'autres personnages qu'on n'a pas encore vus dans les films. Donc, puis que ça va venir attirer sûrement les personnes qui trippent, mettons, Aquaman ou qui on n'a pas vu. Ça a l'air de se prendre beaucoup moins au sérieux. Je trouve que Batman vs Superman, même si personnellement je l'ai bien aimé. Mais ils ont été critiqués beaucoup d'être trop sérieux à comparer de Marvel, mais en même temps, ça faisait leur identité. Je comprends que, genre, oui, il faut que DC fasse quelque chose de différent, puis j'aime l'approche un peu plus réaliste, un peu comme il y avait aussi dans les films de Dark Knight ou même Superman qui ont fait, mais qui a quand même des petits jokes un peu... Ben, il y a l'air un peu plus d'humour, mais moins que Suicide Squad, mais un peu plus que les autres. Mais je pense surtout que c'est le personnage de Flash, justement, qui va apporter de l'humour. Ouais, ben, comme dans toutes les séries, d'habitude, c'est Flash qui fait un peu le côté humoristique, là, de la série. Sinon, il a aussi fait le premier trailer de Wonder Woman.
Il me fait penser un peu au premier Captain America. Oui, moi aussi, j'ai le même feeling. Je l'ai pas vu, pis ça, c'est un film que j'attends avec impatience. Ben, en gros, c'est que le setting du film a l'air de se passer pendant la première ou deuxième guerre mondiale. Déjà, j'ai pas remarqué, là, mais... Ah, ça a l'air qu'elle a son lasso, en plus. Ouais, son lasso, son épée, son bouclier, tout ça, là. Ça va être beau. Puis, il y a son lasso, il brille. Il a l'air vraiment son premier amour en plus, que je trouve un peu plate qu'ils mettent ça dans ce film-là, mais bon, ça... Il en fout tout le temps, Hollywood. Ah ouais. Sinon, pour le deuxième volume de Guardians of the Galaxy, ils ont confirmé le père de Star-Lord, dans le fond, qui est Ego. La planète vivante. Mais ça serait il serait reconstruit une forme humaine, puis ce serait la forme humaine de la planète, dans le fond, qui va être son père, qui est joué par Kurt Russell. J'ai hâte de voir aussi, ça a pas été annoncé qu'est-ce qu'il va faire, mais Sylvester Stallone est dans le film. Ouais, je sais pas encore, non. Okay, c'est pas confirmé. Ils le disent pas. Sinon, pour encore rester dans le même univers de Guardians of the Galaxy, Avenger, il y a Captain Marvel qui va apparaître dans le 3e Avenger, qui va être joué par Brie Larson, qui est comme une étoile montante, qui va aussi jouer dans Kong Skull Island, qui va sortir en 2000. Ah, joué dans quoi, elle, déjà? J'ai déjà entendu ça, ce nom-là. Je m'en rappelle plus, pour vrai. On ira voir sur Internet. Je vais tranquillement checker pendant que... Puis ils ont montré quelques images aussi de Thor Ragnarok, qui va être un peu inspiré de Planet Hulk. On voit l'armure de gladiateur de Hulk, là. Je pense qu'on a parlé tantôt au début du podcast. Ben, avant le podcast, là, qu'on voyait ça. J'ai hâte de voir comment ils vont amener, justement, parce que si on se souvient bien, je pense qu'à la fin du deuxième Avengers, Hulk s'en va, genre, s'exillant quelque part. Fait comment est-ce qu'il va, genre, se rendre dans l'espace sur une autre planète? Hâte de voir comment ils vont amener ça. Je sais pas. Ouais. Juste pour dire, Brie Larson, dans le fond, a joué dans Scott Pilgrim, dans 21 Jump Street. Elle a joué dans une couple de films, là, mais ça à date, c'est les deux que... Ouais, j'avais vu une couple de noms de films. 13 ans, bientôt 30. Ben, Scott Pilgrim. Ouais, Scott Pilgrim, déjà, ça, c'est un bon film. Là. Effectivement. On reviendra dans une autre émission. Elle revient, elle revient, je m'en vais avec ça. Ouais, je voulais dire, film d'animation. Ils nous ont présenté le film de Batman Lego, qui a l'air quand même drôle pour un film familial, je pourrais dire. Là. Ben, si je me trompe pas, ça va... c'est qu'il y a eu le film de Lego qui a été fait 2-3 ans, puis le monde ont vraiment trippé sur le personnage de Batman. Fait que là, ils décident de faire un film de... Ils font déjà des films de Lego de DC, qui sont pas grand écran. Il y en a quelques-uns disponibles sur Netflix, justement, entre autres. Là. Puis là, ben ils font vraiment le Batman Lego Movie, qui est plus gros, plus d'envergure que les autres films qui ont fait des Lego avant. Puis c'est l'histoire de Batman qui doit élever un fils qui a adopté, qui a l'air vraiment... nerd en tabarouette. Ouais, vraiment beaucoup nerd. Il est dans Batman, pis il est dans Batcat, pis genre, tout ce qu'il voit, il capote, là. Oui, j'aime le bout qui dit, Batman il habite dans la cave de Bruce Wayne. Il fait, non, Bruce Wayne il habite dans le grenier de Batman. C'est écœurant. Genre de blagues que j'aime bien, là. Ça me fait juste, je pense juste encore à Mariage de Batman. Batman. Grand-père, mais quel drôle d'entrée pour un sous-bosement. J'aime bien aussi l'acteur qui fait la voix de Batman. C'est pas Kevin Conroy qui fait la majorité des voix de Batman des affaires. Je sais pas c'est qui fait l'acteur, mais je trouve qu'il y a un... La voice acting, faudrait qu'on je vais aller vérifier. Mais sa voix colle vraiment bien au personnage. Ouais. En tout cas, moi, je suis pas fan en général des films de Lego, mais je suis vraiment hypé pour Lego Batman. J'ai joué les trailers puis j'ai vraiment le goût. Je vais essayer de faire ça vite. Pour les films d'animation, une fois, ils nous proposent Teen Titan de Judge's Contract qui est pour 2017. En 2017, on a aussi Batman et Harley Quinn, fait par Bruce Timm, qui est une histoire originale, donc pas tiré d'un comic, c'est bien hâte de voir ça. Puis aussi ils font Justice League Dark avec Constantine, ben il y a Swamp Thing aussi, Swamp Thing, Zatanna, Animal Man, ouais, c'est ça, avec ces personnages-là. Puis ça va peut-être les remettre plus à la map, peut-être que la série de Constantine peut revenir par après. Puis aussi, il y a DC Powerless, en fond, qui c'est un groupe d'assurance qui doivent assurer les gens contre les catastrophes qui arrivent avec les super-héros. C'est tous des gens pas de pouvoir. Pour vrai, ça a l'air vraiment intéressant comme story. Le concept est vraiment cool. Ouais, ça, j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Puis ils ont montré les premières images, les premiers previews. Ben, les premiers previews ont sorti il y a une couple de mois, mais là, ils en ont montré plus, puis ça a l'air vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ça. Man, en tout cas, l'idée est vraiment très bonne. Je pense que ça finissait pas mal ma chronique de trailer du Comic-Con. Je pense que j'oublie rien. Non, j'oublie rien. Bah, pour le trailer de Walking Dead. Bon, mais c'est un trailer fait Non, après, ils en ont fait un autre après, puis tu vois vraiment des personnages du comics un peu plus. Il y a comme un hint de qui meurt. Parce qu'au début, ils remontent toutes les scènes des personnages, sur toute leur vie défiler devant eux. Chaque personnage qui avait le bat dans leur face, là. Puis à la fin, ils montrent des scènes de la prochaine saison, mais il y a plein de personnages que tu vois pas dans les scènes. Je pense qu'il y en a trop qu'on voit pas. Puis je me dis, ok, ben il y a Glenn qu'on revoit pas dans les scènes d'action. Il y a Eugene puis un autre. Mais tu revois, Carol, tu revois Daryl, tu revois d'autres personnages, mais Glenn, tu le revois pas. Puis ça hint beaucoup sur sa mort.
On verra bien. Bon, c'est pas mal ça pour ma chronique à moi. Donc, oubliez pas de nous Maintenant, suivre. on parle d'opération beurre de pinot. Non. Donc, oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter. On a notre site internet en lien sur notre Facebook, YouTube. On s'en vient sur iTunes aussi dans pas long. C'est sûr, une fois qu'on va être sur iTunes, si on l'est déjà, ou si vous nous écoutez, que vous arrivez du futur, puis que vous écoutez nos vieux épisodes, nous donner des 5 étoiles si vous pensez qu'on le mérite. Puis Ouais. Vous des méritez commentaires, amplement. parce que c'est important, là, ça nous fait démarquer, puis plus ça nous donne plus de visibilité, plus qu'on a. C'est bien que t'aimes pas ça, mets 5 étoiles quand même, c'est gratuit, tu payes pas, fait qu'à Et voilà. Non, mais donne 5 étoiles puis explique ce que t'aimes pas dans le podcast. Ouais, c'est ça. T'aimes pas les ouais. graines, fait que t'écoutes pas notre podcast. Là. Puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi. C'est toujours le fun d'avoir un petit peu plus qui nous écoute, puis qui nous suit. Fait que... C'est ça. Je pense qu'il y a Après pas ça, ben, pour j'aimerais terminer, ça. je voudrais dire remercier Simon d'être Ben, venu. c'est ça, Ça j'allais fait Merci à vraiment Simon. plaisir. Tu sais, c'est parti que j'ai juste dit en commentaire comme hey, j'aimerais ça vous donner, tu sais, un doute vraiment random que personne connaissait. C'est comme c'est qui ce gars-là qui veut venir à notre podcast? Et au final, vous êtes vraiment super sympathique. Ok, on te remercie beaucoup Ben, d'être merci. venu. Puis on essaie de refaire l'expérience dans le fond, là, Bon, ouais. éventuellement. Bon, Vous mais avez moi, un gros setup, vous avez plein de gros invités à venir. qu'on peut Ouais, vous on parler, veut pas ouais, nommer on de peut nom pas- encore, mais peut on pas- On dit pas de nom, mais en tout cas, j'en ai entendu parler, puis les histoires vont s'enligne en avoir très bien, plein là. leur face. Ouais. Donc, on vous dit à la prochaine. Bye bye. Bye! Bye. Bye!